C'est-à-dire, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'existe devant toi, pourquoi ma mère est arrivée en France et pourquoi j'ai cette vie-là qui est fantastique. Ouais, c'est une vie de sacrifice, en fait, qu'elle a. Elle a une vie de sacrifice de dingue, ça n'est que ça. Et juste parce qu'elle a une vie de sacrifice, moi, je suis obligée de parfaire son œuvre. Moi, je ne suis pas la fille à papa. Je suis la warrior de maman. C'est comme ça que je vois la vie, en fait. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville. Il faut que ça bouge dans la ville. Bonjour Vanessa, Bonjour. merci d'avoir accepté l'interview. On a eu un petit peu de mal à se caler parce que tu es hyper busy, hyper prise. C'est vrai, hein? Bah, en fait, c'est pas que je suis busy, mais que j'ai appris avec le temps à me protéger aussi un petit peu. J'ai un petit garçon et j'ai besoin d'avoir du temps avec lui, qui lui est dédié, parce que j'ai pas envie un jour moi de le regretter ou qu'il me fasse le reproche, parce que les enfants font toujours des reproches. C'est vrai. Donc, et là, c'est un long format, et c'est vrai que quand je fais des interviews qui sont longues comme ça, je sais que forcément, je vais devoir aller chercher des choses à l'intérieur, et que j'aime bien mettre des mots sur les mots, et donc ça va m'impacter. Donc il fallait aussi que je sois prête, moi, psychologiquement. Ok, du coup, ton fils, il a quel âge? Il a 7 ans. Ok. Non, mais c'est bien, ça veut dire que tu es une maman très présente avec lui. Bah, je pense que c'est important, c'est la base de tout. J'espère en faire un homme bien. Et je sais à quel point aujourd'hui, par plein d'engagements que je peux avoir, les parents ont un rôle très important. L'éducation, c'est la base du citoyen de demain. Et j'ai envie que ce soit quelqu'un de bien. Et donc, j'ai envie de lui inculquer mes valeurs à moi aussi. Et pour ça, il faut qu'on passe du temps ensemble et que je lui partage des choses aussi de ma vie. J'en profite justement pour dire un grand merci à toutes les femmes qui, comme toi, sont venues ici et qui ont passé le temps, comme tu dis. Parce que c'est vrai que ça prend du temps de discuter, etc. Et de revenir, de replonger peut-être dans son passé ou dans des confidences, entre guillemets. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, parce qu'ils sont assez nombreux. Voilà, c'est cool. Et pour ceux qui aiment écouter nos entretiens en faisant autre chose, donc on a lancé dernièrement la version podcast que vous pouvez découvrir sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple, un petit peu partout. Et voilà, ça c'était ma petite parenthèse de la promo confidentielle. Donc en ce début de semaine, comment vas-tu? Bah, ça va, j'ai travaillé hier soir jusque tard. A priori, la saison, elle est terminée. Donc là, je vais rentrer dans un mood un petit peu différent, où je vais faire le bilan sur ma saison, sur ce que j'ai fait de bien et sur ce que j'ai fait de mal. Donc voilà. Tu fais un bilan toutes les années? Bah, même, je le fais même durant l'année, mais une saison aujourd'hui, tu vois, j'ai 41 ans et ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Et à force, avec le temps, j'ai compris qu'une saison, tu vois, dans notre métier, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, c'est des temps forts et des temps faibles. Et donc, il faut savoir gérer les temps forts. Et puis, faut savoir aussi gérer les temps faibles, savoir récupérer, se reposer dans ces moments-là, se faire confiance pour pouvoir se ressourcer et arriver sur des moments comme, tu vois, pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations, c'était mon temps fort de la saison. Arriver taquer, pouvoir mettre toute son énergie, être en mode 7 sur 7, travailler vraiment sur un mois complet. Être prise dans la tête uniquement par ça. Et donc, j'ai pas fait mon bilan encore de ce mois de janvier avec la Coupe d'Afrique. Et je vais pouvoir le faire maintenant, essayer espérer me reposer un petit peu et aller surfer aussi. Et dans ces moments-là, tu fais comment avec ton fils? Quand tu as des mois vraiment intenses comme ça? Je m'entoure de femmes. Et de son papa, évidemment, parce qu'il a un papa. Et donc, voilà, et son papa, il a un rôle important. Je suis en garde partagée. Ok. Et donc, du coup, parfois la garde partagée, c'est aussi un peu compliqué quand on fait mon métier. Mais j'ai la chance d'avoir ma maman. J'ai la chance d'avoir une ex-belle-mère aussi qui est fantastique et que je considère comme ma deuxième maman. Et donc, grâce à elle, j'arrive à gérer aussi mon métier. C'est pour ça que je parlais aussi au début de privilégier du temps pour mon fils, parce que je sais qu'il y a des moments où je ne peux pas être là. Comme la Coupe du Monde, par exemple, où je suis partie pendant 3 semaines au Qatar et où forcément, je sais que je lui ai manqué. 3 semaines, ça peut paraître court, mais pour un enfant qui est en construction, c'est long. Et donc, ça fait partie aussi de ça, les temps forts, savoir les gérer. Et puis, dans les temps faibles, lui accorder beaucoup plus de temps et du temps de qualité. Donc moi, j'ai bossé à fond cette interview. D'accord. Parce que je suis un peu comme toi. Mais ça m'inquiète. Mais non, pas du tout.
Moi, j'ai le sentiment, comme j'avais dit hors antenne avec Vanessa, et Vanessa, C'est notre attachée de presse, Sabine. Voilà, c'est ça. Vanessa. Qui est très sympa, d'ailleurs, voilà, que je ne suis pas légitime, voire pas à la hauteur. Du coup, je me dis que je reçois une journaliste, elle va capter que je n'ai pas fait les écoles, etc. Et je me mets une pression de ouf. Alors, est-ce que c'est lié au fait d'être une femme ou pas et qu'on ne se sent pas légitime, comme je te disais, le syndrome de l'imposteur ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai bossé. Donc, toi, comment tu as fait pour te débarrasser de ce sentiment? Parce que je sais que tu as un sentiment de non-légitimité un petit peu. Peut-être pas par rapport au journalisme, mais par rapport à ta position, on va dire. Je pense que je m'en débarrasserai jamais. Mais après, aujourd'hui, tu vois, moi, je suis jamais, je suis beaucoup dans la nuance et je peux avoir un avis un jour et évoluer sur cet avis-là. C'est pour ça que, par exemple, pour un débat, moi, je suis vraiment très mauvaise comme intervenante. C'est que tu vas parler avec moi et à un moment donné, c'est ça aussi le débat, c'est se rapprocher, mais il est possible que je devienne d'accord avec toi. En oubliant ce que j'ai dit au départ. Pour moi, le complexe de légitimité, il n'est pas propre aux femmes. Il est propre, en fait, à ce que la société va donner comme norme. Et toi, avec ta spécificité, ta différence, tu vas te confronter à cette norme-là. Et tout le monde va dire, ce métier-là ou cette chose-là, c'est fait pour telle personne. Et donc, toi, tu arrives avec ça, tu arrives en confrontation, finalement, avec ce que la société te dicte. Mais c'est toi qui as envie, tu sens cette envie-là, tu sens cette passion-là aussi. Et donc, c'est à ce moment-là que va naître le complexe de légitimité. Est-ce que je suis suffisamment armée? Est-ce que finalement, je ne suis pas un imposteur? Est-ce que je vole pas la place à quelqu'un? Est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que j'ai les compétences? Et ça, ce sont des choses, en fait, c'est des musiques qu'on te répète depuis que t'es enfant. Là, tu es vraiment dans la psychologie. Et ce complexe de légitimité, tu vois, par exemple, dans mon métier, où on n'est pas beaucoup de femmes. Hein, on est, en 2022, il y avait une étude, on est 15% de femmes. Et encore... comme le sport est un miroir grossissant de la société, quand tu arrives sur des postes un peu plus hauts et sur des postes qui vont être, on va dire, la première place à l'antenne, tu as moins de femmes encore plus. Parce que la parité s'arrête toujours aux portes du pouvoir. Ça, c'est quelque chose on le sait aujourd'hui, on le voit dans le fonctionnement. Et donc, du coup, j'ai pu en parler parfois avec des hommes de ce complexe de légitimité et des hommes l'ont aussi. Ils ne se sentent pas légitimes parce qu'ils ont des bagages à eux par rapport à leur éducation, par rapport aux études qu'ils ont faites, par rapport au milieu d'où ils viennent, par rapport à la représentation aussi qu'il peut y avoir à la télévision, où si tu n'as pas de modèle inspirant, c'est-à-dire de personnes qui te ressemblent, tu te dis c'est pas pour moi. Donc je ne suis pas persuadée que ce soit propre aux femmes, c'est propre aux gens qui sont finalement à la base discriminés en fait, tout simplement. Oui, comme par tu un dis, milieu. c'est ça, aux normes. Oui, par rapport à la norme que la société va te donner. Après, ça, c'est mon sentiment. Mais je te dis, c'est quelque chose où je le réfléchis à chaque fois. Et parce que, en plus, dans les combats qu'on peut mener, tu vois, en tant que femme, toutes les prises de parole, de position qu'on nous a forcé au début à avoir aussi, parce qu'on est rare. Et donc, quand on est rare, forcément, on devient une anomalie parfois. Et donc, du coup, on s'interroge, mais alors pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais du foot? Pourquoi tu parles de sport? On cherche toujours une bonne raison, en fait, comme s'il fallait avoir une justification à quelque chose. Et donc, on est obligé de prendre la parole. Et donc, du coup, c'est des sujets que je réfléchis au fur et à mesure des années, et avec ma maturité qui s'accentue, et aussi par rapport aux échanges que je peux avoir avec d'autres personnes, à l'expérience que je gagne, quoi, en tant que personne. J'ai connu vachement ça dans le rap. Avant, je faisais du rap. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et non, c'est exactement le même. Voilà, c'est ça. Il y avait toujours ce genre de questions. Mais pourquoi tu fais du rap? Tu devrais faire autre chose. C'est pas pour toi, etc. Alors que moi et d'autres personnes qui faisaient du rap aussi, femmes, on savait pourquoi on le faisait. On avait envie de le faire. Donc pourquoi en fait je le ferais pas? Parce que je suis une femme, donc ma place elle est ailleurs. Tu vois, c'est des. C'est des stéréotypes de genre. C'est ça. Voilà, qu'on t'apprend quand t'es enfant. Donc toi, tu as grandi à Saint-Germain-en-Laye, oui. Une ville dont tout le monde pense historiquement que la population est particulièrement aisée. Oui. Or, ce n'est pas du tout ton cas. En fait, le truc, je disais ça à ma mère pour rigoler, mais les gens riches, ils sont des femmes de ménage, quoi. Donc c'est ça, et les femmes de ménage, il faut qu'elles habitent quelque part. Et le truc, c'est que moi, ma mère, elle a été femme de ménage, mais surtout, elle a emménagé à Saint-Germain-en-Laye parce qu'elle a trouvé une place à l'époque à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, comme agent hospitalier.
Et donc, elle s'est installée là-bas. Et il y avait aussi des gens qui venaient de son village. Pour les personnes qui ont immigré à l'époque, il y a eu beaucoup ce rassemblement entre personnes qui se connaissent évidemment. Et donc, elle avait des cousines, des cousins qui étaient dans le coin, dans la région et à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, oui, j'ai grandi, on va dire, j'ai la chance d'avoir grandi dans une ville avec un riche passé historique, un vrai accès à la culture, une ville de droite, mais avec une politique de gauche. J'aime bien dire ça, parce qu'à l'époque, c'était Michel Péricard. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est son fils Arnaud Péricard, et qu'on ont une approche des choses très sociale. Et donc, grâce aux associations, j'ai pu avoir des accès qui me permettent d'être là aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que ma mère, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Elle était séparée de mon père, elle avait 2 enfants. Et par exemple, pour moi, je n'ai pas eu les mêmes accès, par exemple, pour tout simplement faire ses devoirs. Moi, je vois aujourd'hui comment je fonctionne avec mon fils. Et parfois, je me dis, ouais, c'est incroyable, en fait. Moi, j'avais 7 ans, je rentrais à la maison en bus, toute seule, et je faisais mes devoirs toute seule. Alors, évidemment, je n'ai pas été construite de la même façon que celles qui étaient en classe avec moi ou ceux qui étaient en classe avec moi et qui avaient l'aide de leurs parents. Donc, j'imagine que peut-être que j'aurais pu être encore meilleure à l'école. Mais en tout cas, ça m'a responsabilisée très tôt. Est-ce que justement le fait d'habiter là-bas dans une ville un peu où il y a beaucoup de riches, on va dire, et que toi tu l'étais pas du tout, ça a créé des complexes en toi? Alors pas au niveau de l'argent, parce que j'ai eu conscience assez rapidement que nous on avait moins de moyens, parce que ma mère est très terre à terre et qu'elle le disait en fait tout simplement, des trucs et j'en ai pas souffert en vrai. Mais par exemple, elle prenait le manger de l'hôpital pour nous le ramener le soir. Mais pour moi, c'est pas quelque chose dont je parlais, parce qu'on ne me posait pas la question. Mais j'ai jamais eu honte, en fait, de ma mère ou de ma condition. Moi, j'étais une petite fille qui était fière de sa maman parce que je la voyais travailler, je la voyais se démener. Et en fait, j'étais dans le réel. Donc, pas le temps, pas le luxe de m'apitoyer sur mon sort ou de me poser des questions là-dessus. Je la voyais, la différence, évidemment. Mais j'ai grandi, moi, devant la télévision et je voyais des choses à la télévision qui étaient bien pires que ce que je pouvais vivre, moi, dans ma vie. En revanche, la première fois où vraiment j'ai senti, non pas que j'étais différente, mais que les gens nous voyaient différemment. Ma mère, elle s'est toujours battue. Elle considérait, elle considère toujours. Après, ce que je vais dire, ce qui est important, c'est toujours de se dire que, attention, c'était pas la même époque, c'est pas la même génération. Ils n'ont pas de filtre. Ma mère n'a pas de filtre, elle a 0 filtre. Et donc, du coup, elle ne réfléchit pas à ses mots. Mais ce qu'elle me disait quand j'étais petite, elle voulait pas que j'aille à l'école, en fait, dans la ZUP. Donc, c'était le Bel Air, rue Beethoven, parce que toutes les rues dans les ZUP ont des noms de musiciens, voilà. Et elle me disait, moi, je vois pas pourquoi, en fait, on nous laisserait entre arabes et noirs. Et donc, du coup, je vois pas pourquoi tu pourrais pas aller en centre-ville à l'école. Et donc, elle m'a mis en centre-ville à l'école et je partais le matin à 5h du mat avec elle. On mettait avec mon petit frère et j'attendais en fait à l'hôpital. Je redormais un petit peu, d'aller à l'école, donc en centre-ville, à l'école des Écuyers. Et j'avais mes copines, mes copains. Pour moi, il n'y avait rien de particulier. De toute façon, c'était ma vie, c'était comme ça. Mais par contre, un jour, ma meilleure copine, ma mère vient me chercher. Et ce qui était assez rare finalement, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Moi, je rentrais toute seule. Et en fait, ma copine me dit, mais pourquoi c'est ta femme de ménage qui vient te chercher? Et en fait, à ce moment-là, ça m'a fait un truc, en fait. Et je lui dis, mais déjà, juste femme de ménage, en fait, déjà, je ne savais même pas ce que c'était. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Et la petite fille elle n'a pas su me répondre à l'époque. Mais moi, après, je le dis à ma mère. Et je lui dis, maman, elle a dit que tu étais ma femme de ménage. Et j'avais 7 ans, quoi. Et ma mère, en fait, elle me reparle encore aujourd'hui. Et c'est un truc qui, elle, l'a marqué, qui, moi, m'a marqué, mais dont elle avait l'habitude, finalement. C'est-à-dire, elle m'avait dit, c'est pas parce qu'on ne se ressemble pas, parce que moi, c'est ça aussi ma particularité par rapport à elle, c'est que je passe inaperçue, en fait. On ne va pas me stigmatiser par rapport à mon apparence. On ne va pas se dire... voilà, on va me poser des questions parfois sur mes origines, mais on va pas se dire que ma mère est algérienne. On va pas me dire tu es algérienne ou tu es arabe.
comme on peut dire à d'autres. Mon nom, c'est pareil, Vanessa Lemoigne. Donc du coup, moi, à titre personnel, moi directement, je n'ai pas eu ces problématiques-là. Par contre, en étant finalement, en passant inaperçu, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme truc horrible en fait, des commentaires racistes et me sentir heurtée parce que ça me concernait. Et surtout, en fait, c'est que c'était comme une attaque contre ma mère, quoi. Justement, j'allais te demander, toi, ça t'est déjà arrivé que des gens fassent preuve de racisme en ta présence, sans savoir que tu es d'origine algérienne? Oui. Qu'est-ce que tu as pu vivre? En fait, moi, j'ai une grande bouche qui est liée aussi à... Et c'est très bizarre parce que ma mère m'a toujours dit il faut qu'on soit discret, il faut bien travailler à l'école et il ne faut pas se faire remarquer. Mais en même temps, je la voyais faire tout sauf ça. C'est-à-dire recevoir des commentaires racistes, beaucoup aussi d'hommes qui la sexualisaient dans la rue, avoir des hommes qui lui disaient des trucs à l'oreille. Et moi, j'étais à côté, en fait. Et ma mère, en fait, elle était toujours dans la confrontation. C'est-à-dire que toi, tu étais enfant oui, j'étais enfant quand tu voyais ces scènes-là? Oui. Et en fait, elle a toujours été dans la confrontation et de répondre. Et donc, finalement, ça, c'est quelque chose qui est très fort chez moi. C'est que, après, je ne le fais pas avec force, mais je passe toujours par l'humour, l'ironie. Et je mets des punchlines, quoi. Mais ça m'est déjà arrivé. On était parti faire un reportage avec un ami quand j'étais en école de journalisme à Strasbourg. Et en fait, on s'arrête dans sa famille. Et il avait un tonton. Et c'est pas de sa faute, tu vois, mon ami. Il avait un tonton raciste. Mais un vrai tonton raciste, quoi. Non, mais de toute façon, les Arabes et nanana. N'est-ce pas, Vanessa? Et je voyais. Et mon ami était très gêné. Il était mal à l'aise. Et donc, et lui-même, il dit non, mais je pense qu'il vite déplacer ce que tu dis, parce que tu sais, Vanessa, tu sais, sa maman est algérienne, et donc je regarde le tonton et je lui dis bah oui, et puis j'imagine que moi c'est pas pareil, hein. Et voilà, mais déjà à l'époque, là j'avais 18 ans, 19 ans, mais j'ai toujours répondu à des trucs comme ça. Mais par contre, j'en ai entendu énormément, et j'en entends encore. Bah, c'est fou, ouais. Et à chaque fois, tu t'affirmes ou pas? Ou tu laisses passer maintenant? Comment ça se passe quand tu assistes à ce genre de scène? Oui, parce que je sais pas me taire en fait. Après, ça m'attire beaucoup de problèmes, souvent. Je sais pas me taire. Mais par contre, j'ai appris à le faire de façon intelligente. Et je reste persuadée, et comme j'ai dit tout à l'heure, que du débat, on se rapproche. Et j'essaie d'être pédagogue. Je me dis, bon, peut-être que voilà, on va réussir à se rapprocher, plus la personne de moi que moi d'elle. Mais j'essaye d'expliquer un autre point de vue et de me rattacher quand même à la part d'humanité des gens et à leur empathie. Parce que c'est toujours ça, en fait, tous ces problèmes de racisme et autres, d'ailleurs. C'est le manque de compréhension de l'autre. Voilà, et c'est la peur de l'autre. Et l'ignorance, vu que c'est... Bah, c'est un manque de connaissances culturelles, pour le coup, aussi. Il y a un truc aussi qui, moi, je pense, quand j'étais petite, m'a marqué et en fait m'a aidé à être dans une vision un peu plus globale tu vois, des choses et de considérer les autres un peu différemment. C'est que quand j'étais petite, moi, j'allais au catéchisme et j'allais à la mosquée. Donc très jeune, en fait, j'ai eu un rapport à la religion qui est lié au fait que mes parents se sont séparés tôt et en fait, tu sais, c'est des souffrances d'enfant où tu cherches toujours à avoir une sorte de palliatif pour t'aider à passer les choses. Et moi, c'était Dieu. Quand j'étais petite, c'était Dieu. J'étais très religieuse, mais j'étais religieuse, pas de la religion. C'est ça qui était assez étonnant, c'est de la foi en fait. Et donc, je pouvais prier à la fois dans le rite catholique que dans le rite musulman en fait, avec ma tante Khadija, avec qui je passais beaucoup de temps et qui m'emmenait avec elle partout et qui portait le voile. Et puis, parce que à côté de l'hôpital, il y avait une église en fait qui était collée à l'hôpital. Et donc, le matin, avant d'aller à l'école, je passais beaucoup de temps dans cette église. Et donc, du coup, je parlais avec le curé ou le prêtre, je ne sais pas ce que c'était. Il était très gentil. Et donc, qui m'avait invité à aller faire du catéchisme et tout. Et j'avais demandé à ma mère, qui avait été très surprise. Mais qui a accepté. Oui, bien sûr. Ouais. Elle a toujours eu cette ouverture-là. Elle, en Algérie, elle vivait avec, elle me dit souvent, avec des juifs. Elle avait conscience aussi que la religion avait beaucoup évolué au fur et à mesure du temps, historiquement, en tout cas pour les Algériens.
qu'ils n'étaient pas forcément musulmans il y a fort longtemps, et que ça bougeait, mais que l'important c'était surtout d'apprendre les valeurs en fait que ça transmet. Donc elle me laissait faire en fait, elle me laissait être moi-même, et puis surtout je pense qu'elle voyait que ça me faisait du bien. C'est surtout ça, c'est que c'était vraiment quelque chose qui m'aidait en fait au quotidien, et c'est comme ça que je vois plus la religion moi, c'est que c'est un guide de vie, c'est une façon de, c'est l'histoire en fait. C'est comme l'histoire, elle est très importante, avec un grand H, c'est-à-dire que pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, il suffit d'ouvrir un livre et de relire en fait ce qui s'est passé dans le passé pour ne pas refaire les mêmes choses. L'histoire est toujours éclairante. Pour moi, c'est un peu la même chose, la religion, c'est que pour moi, elle est éclairante dans ce sens-là, c'est que, on va dire qu'elle te fixe un cadre moral. Voilà. Où finalement, c'est assez concret et c'est assez plein de bon sens. Voilà. Après, à chacun de le vivre, voilà, à sa façon. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est ce qui m'a construit, en fait. Oui, ce qui t'a aidé pendant ces périodes. Oui, et même après, et tout au long de ma vie, et même encore maintenant. Donc, tu es croyante? À fond. Mais j'ai la foi. Je le vois comme ça. Tu vois, il y avait ma tata qui était là, que j'ai fait venir d'Algérie pour la première fois. Et en fait, elle a passé un mois avec moi. Et pendant un mois, j'ai eu la sensation d'avoir une bulle de protection autour de moi. Et parce qu'elle priait tout le temps pour moi, elle me disait, en arabe, je prie pour toi, ma fille. Je prie tous les jours. Et dès qu'elle rentrait chez moi, voilà, elle disait une phrase. Et ça, pour moi, non seulement, c'est touchant, mais en plus, c'est une force. C'est-à-dire que je suis persuadée que, tu vois, c'est le Mektoub pour moi, et je suis persuadée que tout est écrit, et que quelque chose que Dieu ne te donne pas, c'est que tu n'es pas capable de le gérer. C'est pas que c'est pas forcément pour toi, mais c'est que tu n'es pas capable de le gérer, en tout cas à cet instant T-là. Et ça s'est vérifié, et franchement, moi je pense que j'ai une grosse part de chance dans mon parcours, et dans le fait même d'être là aujourd'hui face à toi pour te raconter tout ça. Et j'ai une grosse part de chance, mais au-delà de la chance, j'ai une belle destinée. Et je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui me protège, ou du moins qui me donne ce qu'il faut. Voilà, ce qui est bien pour moi. Et avec ça, en fait, je reste toujours dans un état d'esprit. Si tu sors de la religion et de tout ça, je trouve que psychologiquement, en fait, ça me permet de rester dans quelque chose qui va être positif, toujours. C'est le fameux Merlich, tu vois, de ma tante. Et ta tante, c'est celle qui t'avait emmenée à la mosquée quand tu étais petite? Non, ou c'est une autre tante? C'est la sœur de ma mère qui est en Algérie. Nous, on est une famille, du coup, séparée en deux, une en France et une en Algérie. Donc, et ce truc-là, tu vois, fait que j'essaye d'être un pont entre ma mère et sa sœur. Pour qu'elle puisse toujours garder ce lien-là. Parce que c'est ce qu'il y a de plus... c'est le lien le plus beau, celui de la famille. Et encore plus entre deux sœurs. Et tu as déjà visité ta famille en Algérie? Oui. Oui. Plusieurs fois. Après, c'est très particulier. Moi, j'ai toujours eu ce besoin, mais peut-être parce que c'est une interview très psychologique. Hein. Ouais, mais c'est intéressant. Mais j'ai toujours eu ce besoin de rester attachée en fait à mes origines. Que ce soit la Bretagne par rapport à mon père et que ce soit l'Algérie par rapport à ma mère. Et parce que j'ai toujours su que j'étais algérienne. Ma mère me l'a toujours dit. Mais en me le présentant, et c'est pour ça que je le dis aussi à mon fils, je lui dis qu'il est algérien et que c'est très important pour lui de le savoir. Et je lui raconte l'histoire de ma mère et je le laisse avec ma mère aussi pour qu'elle lui raconte aussi l'Algérie. Mon fils rêve d'aller en Algérie maintenant. Et enfin, même de visiter le monde, mais voilà, il en parle. Et l'attachement que j'ai à l'Algérie, c'est un attachement qui est de l'ordre de l'ADN. Je suis persuadée que la famille te transmet quelque chose dans l'ADN. Et ma mère a vécu tellement de choses là-bas que c'est une équation que je ne peux pas enlever en fait de ma vie. Je suis obligée c'est une partie de moi. Donc du coup, on dit toujours pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Bien sûr. Et pour le coup, c'est le cas. Et en fait, quand ma mère, elle est restée très longtemps
loin de l'Algérie et de sa famille. Il y a eu les événements dans les années 90, évidemment, mais il y a aussi la façon dont elle est partie de l'Algérie, qui fait qu'elle a eu toujours du mal à revenir. Et puis, des images qui lui restent aussi dans la tête. C'est des gros traumas. Hein, c'est des vrais traumatismes. C'est des vrais traumatismes. Avec une histoire très particulière. On en parlera si tu veux, mais voilà, une histoire très particulière. Mais une forme tu vois, de barrière qu'elle se mettait d'y aller. Et moi, quand j'ai eu 24 ans, j'ai eu un besoin, en fait, moi, personnel, de connaître ma famille, de connaître cette partie de moi. Et surtout, en fait, de lui permettre à elle de pouvoir aller voir sa famille, ses frères, sa sœur, parce qu'elle avait vécu des deuils où en fait elle avait perdu des gens qu'elle n'avait pas pu revoir. Et c'est des choses qui la marquaient. Et elle était en boucle là-dessus. Et donc du coup, à 24 ans, je me suis dit, il faut que je fasse ça avec ma mère, même si on a parfois des rapports qui sont compliqués, parce qu'on a vécu de façon fusionnelle et elle est complètement dysfonctionnelle. C'est pour ça que je l'aime. Mais du coup, il fallait que je passe ce temps-là avec elle. Je me suis dit que c'était pour ma propre construction, mais que c'était aussi important pour elle. Et donc, on y a été il y a 15 ans. On y a été il y a 15 ans toutes les deux. Et après, on a laissé passer le temps. Vous êtes partis combien de temps? On est partis à l'époque 15 jours. Ok. Où j'ai rencontré ma tante qui est venue, Tata Partia, mes cousins, mes oncles. Et en fait, c'est incroyable à quel point l'amour, c'est plus fort que des mots. C'est-à-dire que je ne parle pas l'arabe, je le comprends, grâce à ma mère, qui a beaucoup parlé devant moi et compagnie, mais qui ne m'a jamais parlé à moi. Donc, mais du coup, quoi qu'il arrive, en fait, les yeux, le toucher, l'envie, en fait, la bienveillance, l'amour véritable, tu le sens, en fait, automatiquement. Et la communication, elle est facilitée par ça. C'est le sang, tout simplement. Et moi, quand j'ai atterri là-bas la première fois, juste l'odeur, ça m'a fait un truc physique. J'ai eu les poils et la première chose que j'ai fait en descendant de l'avion, j'ai chialé. Et c'est inexplicable, en fait. Et après, on a laissé le temps, parce que le travail, parce que le premier truc, c'est que quand ce que j'expliquais aussi à ma tante, c'est qu'on a l'impression que quand on est en France, oui, c'est facile, mais on est quand même dans ce truc un peu de survie. Finalement, chacun en fonction de notre statut et de notre histoire, on a des choses qu'on se fixe et de façon très égoïste, on avance. Et le temps, il passe. Le temps, il passe. Mais par contre, j'ai jamais oublié de parler de l'Algérie et je l'ai fait souvent dans les interviews, beaucoup. Juste en fait, parce que j'avais beaucoup de conversations avec d'autres amis où il y avait une forme de difficulté à parler de l'Algérie, à parler des origines. Et en fait, je me disais, c'est pas normal, on devrait pouvoir le faire sans complexe. Et j'ai toujours fait sans complexe, même si tu te prends sur les réseaux tous les racistes qui débarquent en nombre, voilà. Et c'est le ministère des Sports et de l'Éducation en Algérie qui m'a contactée et en fait qui m'ont permis moi, toute seule, d'y aller plusieurs fois et de faire quelque chose d'utile, de créer un pont avec d'autres. Je ne suis pas toute seule, mais maintenant ils nous appellent la diaspora. Je ne sais pas si j'aime ce mot encore, je suis en train de réfléchir par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Mais ils nous appellent la diaspora et en fait, ils veulent recréer un lien et une facilité aussi d'accès pour les enfants d'émigrer, pour revenir aussi au pays. Ça m'a permis de revoir ma tante, de recréer le truc et puis surtout de me dire que le step d'après, c'était de la faire venir, elle, en France. Et ce que j'ai fait, lui mettre des paillettes dans les yeux, qu'elle puisse kiffer et vivre un moment de dingue. Et elle a kiffé ou pas? Elle a kiffé, mais... C'était une enfant. En plus, c'était mon petit Pokémon parce qu'elle est toute petite. Elle taille tout le temps. C'est incroyable. Et les deux sœurs réunies, c'était juste fou. Elles dormaient ensemble. Je me suis bien marrée. Et ça, c'est des trucs qui sont juste incroyables à vivre. Et il faut le garder. Il faut toujours... L'Algérie, c'est le sang. Ouais. Je sais même pas pourquoi où j'étais au départ de ma réponse. C'est bien. Sache-le, ça c'est. Si tu veux une structure à ton interview, il n'y en aura pas. C'est pas grave, tant mieux. De toute façon, on peut pas grandir en restant là-dessus. Et puis surtout, je me suis nourrie pendant des années de cette faille-là. C'est ma force. En fait, en gros, j'ai tellement pleuré quand j'étais petite et tu vois, en me rattachant à Dieu à la fois que du coup, je me suis toujours dit, il n'y a rien qui peut me faire plus mal que ça. Et c'est réel, en fait.
Même dans le travail, parfois, où j'ai eu des situations qui étaient un peu compliquées avec d'autres personnes, je me suis toujours dit, mais en fait, C'est rien. tu vas me faire quoi? Ouais. Sincèrement, en fait, tu vas me faire quoi? Et avec le bagage en plus de la vie de ma mère. Donc, de toute mon. J'ai pas eu d'enfance, quoi. Pas d'enfance, pas d'adolescence. Et moi, quand moi, je suis là, dans mon métier, mais je suis en mission. Je suis en mission. Je dois pas être là, normalement. Socialement, déjà. Parce que juste pour faire mes études, c'était un délire. Ma mère ne pouvait pas me payer mes études. Mon père était économiquement pas là aussi pour ça. Et donc, du coup, et puis surtout, j'ai pas demandé, en fait. C'est déjà ça. C'est que je n'ai jamais, par exemple, à ma mère, je ne lui ai jamais demandé d'argent. Je savais tellement, en fait, comme c'était compliqué, que dès que j'ai eu 16 ans, j'ai travaillé. Et je mettais tout de côté. Et même la boîte pour laquelle j'ai bossé à l'époque, je les ai même mis au prud'homme. Parce que t'imagines, j'avais 18 ans, quoi. Et j'ai récupéré de l'argent, j'ai pu payer ma première année de journalisme. Mais l'autre année, j'ai été bosser en boîte de nuit. Donc, la complexité en fait, les difficultés... Et sur le moment que je le voyais, oui, c'était dur, mais pour moi, c'était normal, en fait. Et c'est plus tard, en voyant les autres à côté, et voir leur facilité à eux, où je me suis dit, ouais, il y a un gros souci quand même. Mais c'est pas que moi qui vis ce souci-là. Il y a un gros souci d'accès, en fait, à certains métiers. On le voit à la télé, d'ailleurs, dans la représentation, et je pars déjà sur ne serait-ce que socialement. Il y a un putain de plafond de verre. Et si t'es pas un peu ouf, et c'est mon cas en vrai, bah comment tu fais? Si t'as envie d'avoir un bien-être, de te protéger, comment tu fais? Et en fait, mission. Donc, il n'y a rien qui peut m'arrêter, mis à part moi-même. Il faut avoir une force de caractère qu'on n'a pas tous. Tu vois, il faut quand même avoir... Oui, mais après, tu vois, c'est une chance, mais c'est aussi une malédiction. Et en fait, j'aime pas qu'on précise ce truc-là parce que ça voudrait dire que les gens qui n'ont pas pu passer ce cap-là, c'est de leur faute, c'était une faiblesse. Alors que c'est pas une faiblesse, c'est que... En fait, je dis pas que c'est une faiblesse, mais c'est une réalité. Hein. Quand je dis faiblesse, tu sais, il faut avoir de... En fait, ils ont du caractère. C'est un facteur X. C'est comme pour les sportifs. Et c'est pour ça que je suis passionnée, en fait, aussi du parcours de sportif. C'est quelque chose qui vraiment mais parce que l'empathie, en fait. C'est-à-dire que je comprends tout de suite, en fait, ce que vit quand le sportif, quand je suis en interview avec lui, ce qu'il me raconte, je le comprends mot pour mot, je le vois, ce truc, ce facteur X, qui n'est pas lié forcément à quelque chose de physiologique, mais c'est ce petit supplément d'âme, et je dis d'âme parce que, en fait, ils vont puiser un truc, un ressort chez eux, qui va leur donner une force supplémentaire pour faire les sacrifices, parce que ce sont des sacrifices. Ouais. Mais en même temps, c'est de la violence que tu te fais à toi-même. Un sportif est dans la violence. C'est-à-dire, il se fait mal constamment. Tu prends un sportif aujourd'hui qui est à la retraite, lui, il n'y a pas le plaisir du sport. Il va forcément aller chercher la dureté, l'effort. Il y a un rapport qui est différent. Et bien, moi, c'est la même chose, mais dans une autre sphère. C'est-à-dire que c'est une violence que je m'inflige à moi-même. Des fois, je me dis, tu vois, pourquoi? Parfois, j'ai même passé mon diplôme, d'aller faire prof de yoga pour me sortir de ce truc-là et pour retrouver un bien-être, en fait. Parce que tu es tout le temps dans la bagarre. Et en fait, ça sera infini. Notre génération, c'est infini. Parce qu'on a trop de combats à mener. Et qu'on te dit, et c'est la vérité, parce que du coup, toi, tu as réussi à avoir la lumière. Tu as la lumière des médias. Donc, du coup, tu as une responsabilité. Et maintenant, on te le dit en plus, responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire que même dans ta boîte, tu dois en avoir une. Mais t'es Don Quichotte. Voilà. Tu te bats contre... voilà. C'est horrible. Alors moi, je me dis, on peut impacter, ne serait-ce que par les parcours. C'est pour ça que je suis là devant toi aujourd'hui. Mais après, c'est peut-être 20, tu vois. C'est peut-être de la vanité, même. D'ailleurs, dans vanité, il y a 20. Mais je me dis, si tu impactes une seule personne, tu as gagné. Donc, je fais le principe de l'étoile de mer. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Non, mais le petit garçon qui remet une étoile de mer, il y a plein d'étoiles de mer autour de lui, il en remet une à chaque fois à l'eau et elles reviennent. Et il y a un vieux sage qui lui demande, mais pourquoi tu fais ça en fait? C'est vain, ça va te prendre toute ta vie. Et le petit garçon prend l'étoile de mer, il la jette à l'eau, il dit oui, mais peut-être que pour celle-là, ça va compter. Et je fonctionne comme ça. Même dans le cadre du travail, je me dis, je remets l'échelle là où on me l'a parfois mise de façon
par des personnes où je ne m'y attendais pas et où j'ai pas eu conscience sur le moment. Mais je me dis, il faut que j'essaie de filer un coup de pouce au moins à une personne. Je me prends une target et j'essaie de la faire grandir, de la former, de lui obtenir des stages chez nous ou alors ailleurs dans le métier qu'il a choisi ou elle a choisi. Et voilà, je sais que je ne vais pas changer le monde, je n'y arriverai pas. Ouais, mais tu t'essayes à ton échelle, quoi. J'essaye à mon Petit à échelle petit, et voilà, je c'est considère ça. que tout le monde devrait faire ça. C'est ça. Si tout le monde Essayer à faisait son ça, échelle. voilà, Ouais. c'est ça. Bah, et puis surtout, pas mettre des bâtons dans les roues en fait, à ceux qui essayent. C'est déjà ça aussi. Et ça, c'est là aussi le problème de nous, notre génération, c'est qu'on a d'autres générations à combattre qui ont du mal en fait à sortir de leur carcan et à ouvrir leur esprit. Et on a des choses à leur raconter et à leur dire par l'expérience de nos parents, donc les enfants d'immigrés. Donc je parle du point de vue de la France. Déjà, pour moi, ça, il y a une richesse réelle, il y a une empathie, une bienveillance qu'on ne voit pas et on ne laisse pas témoigner. Et qui est dommage. Tu penses que c'est dû à quoi? Bah, en fait, tu vois, quand tu regardes l'histoire, c'est toujours le meilleur moyen de répondre aux questions. Toutes les vagues d'immigration, elles ont connu ce complexe de supériorité, en fait, qui est très français. Je dirais pas de racisme parce que j'ai pas envie de mettre un mot qui va généraliser, globaliser, en fait, toute une population parce que c'est pas le cas. Moi, j'ai des gens qui m'ont aidée quand j'étais petite et jusqu'à preuve du contraire, ils étaient très français dans tout leur héritage et je crois à ces mains tendues là. Mais par contre, quand les Espagnols sont arrivés, tu vois, j'en parlais avec Luis Fernandez qui est consultant chez nous, grand joueur de football, qui a rencontré beaucoup de difficultés dans son enfance, son adolescence. Et quand on se parle, on se comprend. Ce qu'il a vécu, c'est ce que nous on a vécu. J'ai une copine aussi dont les parents ont émigré du Portugal. Et c'est la même chose, la vague portugaise avec les stéréotypes. Tu vois, le ménage, le machin, Et le maçon. le gardien d'immeuble. Et en fait, c'est des étiquettes collées par des générations d'avant et qui restent sur les générations d'après. Sauf qu'en fait, nous, on a passé le périph'. Nous, on fait des études. Nos parents, ils ont travaillé, ils ont cravaché, ils nous ont donné les moyens, mais de fou, hein. Et en plus, on a été obligés, nous, instinct de survie. Nous, on n'allait pas dehors, on sortait pas. Il n'y a pas de ça, en fait. C'est facile de pointer du doigt une minorité, mais la grande majorité, on a travaillé. Ces gens-là, on les voit pas. Ceux qui sont avocats, ceux qui sont journalistes, ceux qui ont monté leur entreprise, enfin ceux qui travaillent, en fait. Et qui aujourd'hui, font clairement leur part de la société française et sont 100% français. Donc, c'est cette étiquette, mais qui, je pense, passera. Mais tu vois, par exemple, je réfléchis aussi souvent à ce sujet-là parce que je me pose la question, j'adorerais faire un documentaire là-dessus, sur la binationalité, sur tout ce questionnement-là, en fait, et pourquoi... Pourquoi, chez certains, il y a encore un complexe d'en parler, et bien une peur aussi, parfois, parce que tu vas te prendre un camouflet de personnes qui, aujourd'hui, ont la parole libérée complètement grâce aux réseaux sociaux et à des gens qui leur donnent la parole et qui, eux, sont une frange très raciste de la France et qui, aujourd'hui, ne se cachent plus du tout. Genre, c'est devenu un mode de pensée, alors que juste être raciste, c'est pénalement condamnable. Hein. Faut le rappeler toujours, c'est pas une opinion, en fait. Et en fait, ces étiquettes-là, elles perdurent, tu vois, en fonction des générations, on te laisse ces étiquettes-là. Et il y a toujours eu ce côté, quand on prend un Anglais, tu prends ta reine Tulette qui bosse avec moi, il a un accent anglais. Waouh, c'est stylé et tout. Pourquoi est-ce que quand tu as un accent arabe, tout de suite on te dit que tu es un plédos? Moi, ça, c'est un truc où, tu vois, c'est un vrai questionnement. Bah, moi, je suis d'origine taïwanaise. Je sais pas si tu as remarqué que j'ai les yeux un peu de chinois. Je ne me suis pas posé la question, je t'avoue. Mais là, quand tu me vois là, avec ma grosse tête. Donc, c'est vrai que depuis toujours, partout, hein, dans tous les. Là où j'étais avec des potes, etc., on s'est toujours moqué de moi. Toujours. Mais bon, c'est à la rigolade. Mais comme tu dis, Oui, l'autre, il a l'accent de Blédos. Toi, bah, moi, ça va être ah, bonjour, oh là là, tu vois. Et genre,
Voilà, les gens, ils vont... Regardez, par exemple, Monsieur Noïm, il se moque de moi. Non, mais on va toujours se moquer de moi, tout le temps. Par exemple, il y a un Chinois, je l'avais dit, on partait en tournée avec Expression Directe, etc. On était dans le train avec des artistes. T'as un Chinois qui rentre dans la rame, dans le wagon. Tout le monde se retourne vers moi en rigolant. Tu vois, c'est des trucs... Oui. Bon, moi, j'en rigolais aussi. Même, il n'y avait pas de problème. Mais si tu fais avec mais du, ça t'a avec laissé du des recul... traces. Bah oui. Tu vois, c'est des trucs Forcément. qui t'ont impacté. C'est C'est des mini-agressions, en fait. Voilà, c'est ça. What's your name, tu vois, les names. Ouais. Que des trucs bol de riz quand j'étais petite. Voilà, moi j'ai été avec mes 2 frères, on a à peu près le même âge, on est 4, mais j'ai été avec mes 2 frères dans les écoles. C'était toute l'école qui se retourne sur nous quand on rentre dans la nouvelle école, tu vois. Ah, il y a les Chinois qui sont là, tu vois. Donc c'est, moi je l'ai pas pris comme une violence, je l'ai pris en mode ah bah c'est comme ça. C'est Donc comme ça t'a toi stigmatisé, sûrement. ça t'a mis dans une case, en fait. Parce que on te range en fonction de ton apparence. C'est ça. Et du coup, après, tu vois, par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais on peut plus rire de rien et tout. La question, c'est pas de rire de rien, c'est de rire avec et pas de rire d'eux. C'est ça le truc en fait. Mm. C'est que, tu vois, je te prends l'exemple de ma mère, c'est la première à faire des vannes avec ma tante sur les Arabes en fait, sur les Algériens et tout. Mais elles sont à l'initiative des vannes. Et elle rit avec. Elle rit pas d'eux, en fait. Tu vois, c'est là la différence, c'est ce truc-là, en fait. Où tu peux rire d'un truc, une première blague, mais la deuxième, elle va pas te faire rire, parce qu'en fait, c'est trop. Ouais, c'est ça. Après, c'est trop. Mais est-ce que c'est pas ça justement qui fait qu'on est devenu ce qu'on est et que ça nous a renforcés dans notre caractère Oui, oui, non, mais ça, c'est sans doute. Et puis après, en plus, ce qui est assez marrant, c'est que... Après, tu vois, moi, j'ai une vision, finalement, d'observatrice, parce que moi aussi, on me range par rapport à mon apparence. Même si plus je vieillis, plus on voit mes traits, en fait. Mais moi, de mon œil d'observatrice, ce que je vois surtout, en fait, c'est que on te stigmatise par rapport à ta communauté, en gros, on te range dans une communauté et après on vient te taxer de communautarisme. Moi, c'est ça que je trouve incroyable, en fait. C'est ce truc-là. Et en fait, laissez les gens tranquilles, foutez-leur la paix, en fait. C'est surtout ça, quoi. C'est ça qui est... Parce qu'après, c'est vrai, comme tu parles des binationaux ou de ceux qui ont des origines, moi, il y a ce truc-là que j'ai jamais compris. Enfin, j'arrive pas à comprendre, en tout cas, c'est quand tu es moitié-moitié, on va dire métisse, tu te sens pas 100% français, tu vois. Mais c'est normal, puisque tu es à moitié de l'autre côté. Mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends complètement. Donc, et après, en fait, on te critique parce qu'on te dit ouais, mais t'as vu, tu te sens pas français, pourquoi, nanani, nanana, tu vois. Mais bah ouais, mais c'est. Alors, est-ce que c'est eux qui font en sorte que je me sens pas française à 100%, tu vois, qui m'ont pas accepté en fait. Mais alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a les papiers, la naissance sur un territoire, qui font que par la force des choses, quoi qu'il arrive, t'es française. En tout cas, moi, je me considère comme française. J'ai grandi en France, mais par contre, ne me demande jamais de choisir entre mon père et ma mère. Même après tout ce que je t'ai raconté, tu vois. Bien sûr. Tu ne peux pas choisir, c'est pas possible. Mais tu l'as dit, t'es coupé en deux. Et c'est pour ça que la notion de pont, en fait, je la trouve intéressante et importante. Tu vois, ce pont-là aussi, il est dans les spécificités de ce que va t'apporter le pays d'origine de tes parents ou de l'un de tes parents. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta construction personnelle en tant qu'individu, dans ta personnalité, dans ton ouverture d'esprit aussi. Parce que généralement, en fait, quand tu as des origines comme ça, tu as une ouverture d'esprit qui est différente parce que tu as un accès à d'autres cultures. Tu grandis aussi dans une autre culture. Moi, j'ai grandi dans une double culture. Et donc, il y a des endroits où tu vas te sentir plus à l'aise aussi, parce que ça fait partie de toi. C'est ta Madeleine de Proust, en fait. C'est vraiment ce qui va te ramener à ton enfance, à ta construction, à toi personnelle. Et c'est enrichissant. En fait, c'est surtout ça, c'est essayer de faire comprendre à ceux pour qui la binationalité est un problème, ceux qui parlent de français, de papier, que ce n'est pas une tare, c'est une richesse. Et je me dis que peut-être une forme de jalousie par rapport à cette richesse. Oui, ils sont en manque de quelque chose. Mais tu vois, on demande beaucoup aux sportifs de choisir entre deux pays.
Après, il y a un moment donné, quand la nationalité sportive, ils sont obligés de la choisir en fonction de l'équipe nationale pour laquelle ils vont pouvoir jouer. Et c'est une opportunité aussi, parfois, d'avoir cette double nationalité. Voire triple, pour certains même, on voit. Mais c'est une opportunité de pouvoir jouer au football, tu vois, ou dans d'autres sports de façon internationale, des grandes compétitions internationales. Et c'est, tu vois, des fois, c'est ce qui va écrire un destin. Il y a des gens qui vont disputer la Coupe du Monde parce que, justement, ils ont une double nationalité. Alors qu'en équipe de France, ils n'auraient jamais pu. Je ne vois pas en quoi on le verrait comme quelque chose de négatif, en fait. C'est pas négatif. C'est une richesse. Il faut le voir toujours de façon positive. Je lisais une interview où tu dis que ta mère s'est battue pour que vous alliez à l'école au centre-ville, ce que tu disais tout à l'heure avec ton frère, que du coup tu te mangeais des réflexions, notamment celle de ton amie, ta femme de ménage est venue te chercher. Toi, quand tu rentres chez toi, ta mère te met le voile, des choses comme ça, tu vois. Tu as déjà entendu ça aussi? Alors ça, c'était du coup mon amie d'enfance. Et ça aussi, c'est un truc, parce que c'était au collège. Et donc, musulmane. Elle faisait le ramadan et tout. Et puis, elle s'appelait, je ne vais pas donner son nom, mais elle avait un nom à consonance maghrébine. Et en fait, au cours d'anglais, la prof d'anglais lui demande mais toi, quand tu rentres chez toi, ton père, comment ça se passe? Ton père, il te met le voile? Et en fait, moi, ça m'a traumatisée. Elle, ça l'a traumatisée aussi. Y a de quoi. J'en ai parlé avec elle il y a 4 jours. Mais ça, c'est une enfant qui a 11 ans. Elle avait 11 ans. Mais qu'est-ce que c'est que c'est l'éducation nationale? En fait, ça te crée une dissociation dans ta tête, c'est-à-dire que là où normalement doit être le cadre, doit être le modèle, doit être la justice, finalement, c'est là où ça déraille. C'est dinguerie. Ça te conditionne pour la suite. Ce genre de truc, en tout cas pour elle, c'est certain. Bien sûr. Mais moi, ça m'est resté dans la tête. Le fait que ça t'ait touché à ce point-là, et ça, c'est, tu vois, quand il y a eu Julien Audoul, qui s'est, Mais alors, Julien Audoul, qui s'en prend à une maman qui accompagnait une classe, je crois que c'est dans un conseil municipal ou je sais plus, pour visiter, et elle avait un voile. Mais en fait, et encore à ce moment-là, c'était pas un sujet, en fait. Moi, je trouvais ça. Pour moi, c'était dans ma tête, je me disais, non, mais c'est anormal, en fait, ce qu'il est en train de dire, et tout le monde est d'accord avec moi. Évidemment, pour moi, c'était le bon sens. Mais en fait, pas du tout. C'est partagé, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient d'accord avec lui. C'est-à-dire que le voile est devenu une question. Mais en fait, excuse-moi, mais moi, à cette époque-là, je me suis dit, attends, moi, j'avais une pote à l'école, elle avait une crête. Il n'y a personne qui l'a jamais fait chier pour sa crête. D'autres qui avaient... Et puis, je me souvenais des bonnes sœurs, parce que moi, j'allais au catéchisme. Donc, je voyais des bonnes sœurs avec leurs trucs. Et tout de suite, ils ne revêtaient pas le même symbole. Puis, j'ai pensé à ma tante, avec qui j'ai passé toute mon enfance et qui avait un voile. Donc, pour moi, c'était... Et puis, tu voyais la détresse de la maman, et puis l'enfant, en fait. Il pleure, tu vois, moi, je trouve ça... et je me suis dit, le petit, ça, c'est un truc qui va le marquer à vie. Bien sûr. En fait, ça, c'est des blessures, tu vois, où ça fait écho, quoi. Et j'ai dans le cadre d'une interview, c'est Pape Diouf que j'avais interviewé. Et en fait, pour le coup... tu vois, j'ai eu de la chance d'avoir des rencontres dans ma vie qui, je pense, m'ont marqué. Je prends ça un peu comme des... tu vois, moi, je le prends comme des messages qu'on m'envoie. Et tu vois, et je le répète systématiquement, j'en parle beaucoup de lui et de cette phrase qu'il m'a dit parce qu'elle m'a réellement impactée et elle est à l'origine. Et c'était un peu à la même période de mes prises de parole et de voilà, les moments où je veux rentrer en contradiction, en tout cas avec ce genre de propos ou d'attitude. Pape Diouf, il avait dit « Je veux valoir pour ce que je suis ». On parlait de racisme. « Je veux valoir pour ce que je suis et pas pour ce que je parais ». En revanche, je n'ai jamais considéré être victime de racisme parce qu'il appartient au con d'être con. Et en fait, il m'a remis à l'endroit. C'est-à-dire que cette phrase, elle dit tout. Elle dit tout. C'est incroyable. Évidemment, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes à l'apparence de quelqu'un, à un tissu à qui tu vas donner un sens négatif? C'est extrêmement vexant. C'est extrêmement vexant pour toute une communauté en plus.
Ouais, mais après, comme il dit, c'est vrai qu'il faut vraiment être con pour s'arrêter à ça, quoi. Ouais, et la pire période, je pense que c'est après les attentats, Ouais. où je pense que tous les musulmans pourront dire la même chose. Moi, je ne parle pas de religion en fait au travail. J'estime que j'ai pas à le faire. Je suis en recherche perpétuelle et en interrogation, pas de ma foi, mais de la façon dont je la vis. Et je me nourris et je vois, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends comme une ligne directrice en fait dans ma vie. Et par contre, un jour au boulot, après les attentats, en plus, ça s'invite dans le sport, dans mes émissions, on a dû en parler, on était en lendemain, donc ça te crée un truc, t'es choqué. Et en fait, c'est une nana qui vient me voir et qui me dit énervée. C'est à vous de descendre dans la rue. Ah oui, ça, c'est les arguments. C'est à vous de dire que vous n'êtes pas d'accord. Et je lui dis, excuse-moi, en fait, j'ai pas compris ta question là, j'ai pas compris ce que tu es en train de me dire. Je lui dis déjà, c'est à vous, c'est-à-dire. Donc, en gros, là, tu vois quoi sur moi, de chez moi? De quoi tu parles? Comment tu me vois et comment tu veux me décrire? Dans quoi tu veux me faire rentrer? Qu'est-ce que tu es en train de dire, en fait? Et le deuxième truc, tu considères que par rapport à ma religion, du coup, forcément, je suis une terroriste. Et donc, je tue, moi, des gens. Moi, je tue des gens, moi. Là, bah oui. En fait, juste le poids des mots, quoi. Le poids des mots. Partout, même dans des émissions à la télévision. Ah bah maintenant, c'est... Toi, t'arrives, tu prends ton cachet à 2000 boules pour être chroniqueur dans une émission et tu dis des trucs qui ont un impact sur la vie des gens, mais qui est horrible. Moi, je trouve pas normal, en fait, que... tu vois qu'il y ait des gens qui se permettent en fait de stigmatiser d'autres et de les faire rentrer dans une case, sans qu'en plus, ceux qui sont devant la télé ou qui vivent les commentaires des gens qui sont imprégnés de ces commentaires-là racistes, pour le coup, ou autres, puissent en fait répondre. Parce que tu peux pas répondre aujourd'hui, tu peux même plus répondre. Bah, tu peux de toute façon, plus. c'est toujours les mêmes avis, hein, sur certaines chaînes, où tu as le plateau, le mec qui dit son truc. Et Oui, t'as Fox tout, News, quoi. Voilà, c'est ça, et tu as tout le monde autour. Idéologie. Voilà. Idéologie. Sauf qu'aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, c'est une poubelle ambulante. Tu vois, moi, je m'en suis éloignée au possible. J'y vais le plus rarement possible. Alors que je sais que c'est un moyen de communication Bien que sûr. tout le monde a. Chacun a son propre média, en fait. Et que tu as une vraie force de frappe. Mais je vois ne serait-ce que pour ma santé mentale, sincèrement. Un commentaire, moi, je vais mettre une phrase, un truc, je vais commenter l'actu ou un truc comme ça. Tu te prends une déferlante de... Mais en fait, je ne peux même pas le lire. Je ne peux pas lire. Il y a trop. Et tu vois, tu vas regarder en plus, tu ne vas toi retenir que les commentaires qui vont être négatifs. Et les menaces et compagnie. Mais franchement, le monde, il part en vrille. Oui, mais c'est fou, ouais. C'est pour ça qu'on essaye de Et faire c'est avec... surtout que la bien-pensance, finalement, qu'on Ouais. pointe du doigt, on te dit, ouais, oui, vous, les bien-pensants. Mais en fait, j'espère bien qu'on est bien-pensants. Il faut bien penser. bienveillant, et au moins bienveillant. Oui. Voilà, c'est pas juste tout le temps, comme tu dis, humilier, mettre des bâtons dans les roues, rabaisser. En fait, c'est quoi l'intérêt d'agir de cette façon? Ouais. À part créer le chaos. Hein. Enfin, du coup, toi, tu fais, par rapport à Julien Audoul, tu écris un petit tweet. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Je sais même plus ce que j'ai écrit, mais je sais que dans ma tête, j'étais en mission. J'étais en mission, je vais te dégober. Mais non, mais parce que c'était... Je sais plus ce que j'ai écrit. Mais j'ai parlé avec mes tripes à ce moment-là. Et je pense que c'est ma première prise de position un peu, finalement, même si c'est pas le cas, je le vois pas comme ça, mais politique. Mais c'était pas possible, en fait. Parce que moi, tu vois, avec les algorithmes, moi, je les vois, les commentaires d'autres personnes qui se révoltent et tout. Mais c'est vrai que t'as pas le même rayonnement. Moi, j'arrive avec mes milliers de followers, tu vas mettre un tweet et puis je considérais, en tout cas à ce moment-là, que j'avais le répondant, en fait, pour lui montrer une vision différente que de la sienne. Et de lui montrer en quoi c'est petit, c'est minable, en fait. Est-ce que tu n'as pas eu peur à ce moment-là que ça nuise à ta carrière pro? Pas du tout. Tu t'es même pas posé la question? N'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai cet ADN, ce petit grain et ce truc qui te monte dans la gorge qui s'appelle la désédrie et qui est le « tu vas me faire quoi ?» Alors toi, ta carrière en tant que journaliste, elle commence à Yveline Première, Oui. Où tu apprends le métier. Comment se passe ton intégration? Très bien.
Bah, surtout qu'à l'époque, je te dis, moi, j'étais en rouleau compresseur. Depuis que j'avais 7 ans, je voulais être journaliste. Avec mon petit frère, il prenait du papier toilette et il usait la caméra. Et moi, je présentais des journaux télévisés. Après, j'étais présidente du club journal. Donc, moi, j'étais dans ma tête, c'était... Et puis, je faisais mes devoirs devant la télévision. Tu vois, moi, j'ai grandi avec la télévision. Donc, pour moi, dans l'influence que j'avais, il n'existait que le journalisme et la télévision. Et je voulais être reporter de guerre aussi, à l'époque. Ma sœur m'a dit un jour, s'il te plaît, ne fais pas ça, ma grande sœur. Et j'avais dit, on ne sait pas, mais en fait, on ne choisit pas au final. Par contre, en parallèle, j'avais une passion pour le sport. J'avais une vraie passion. Les Jeux Olympiques, je regardais à bloc, très influençable, donc je descendais en bas de l'immeuble et j'imitais Nadia Comaneci. Je jouais au tennis, je rentrais il y avait un truc il y avait une ville qui s'appelait Fourqueux à l'époque, à côté de la ZUP, là, de Saint-Germain-en-Laye, de notre quartier. Et en fait, je rentrais en douce. En douce, tu vois, par un trou et tout. Et j'allais jouer au tennis. Et bon, il m'avait repéré, mais il me laissait parce que j'étais petite. Et donc, j'étais stéphigraphe. Donc, ça, c'est un truc où, voilà. Et puis, le foot, où je continuais, c'est un truc que je faisais avec mon père quand j'étais petite. On allait au camp des loges ensemble, où s'entraînait le Paris Saint-Germain. Et en fait, c'est un truc que j'ai gardé. Et j'ai toujours continué à aller au camp des loges, à suivre les matchs de CFA. Après, à l'école, il y en a qui étaient au centre de formation du Paris Saint-Germain, qui étaient rentrés. Donc, du coup, comme ça, par connaissance aussi. Donc, pour moi, c'était mon milieu dans lequel j'évoluais assez naturellement. Et en fait, quand il a fallu faire des stages, moi, j'étais vendeuse dans une boutique à Saint-Germain-en-Laye. Et j'en parlais avec mon patron. Et je lui dis, ouais, mais moi, je veux être journaliste, nanana. Là, j'économise, c'est aussi pour payer mes études. Et il me dit, attends, mais là, tu connais Evelyne Première ? Et je les voyais des fois dans Saint-Germain-en-Laye, tu vois, avec leurs caméras et tout. Je dis, oui, je les ai déjà vus. Il me dit, si tu veux, je prends ton CV, je leur donne. Et en fait, il le fait. Et c'est comme ça qu'après, je rentre d'abord en stage. Et à l'époque, j'ai 17 ans. En stage, je fais mon premier stage à Evelyne Première. Et après, moi, moi, je suis une tique. Moi, quand je trouve un truc, après, je m'accroche et je ne lâche pas. Donc, je me suis formée, en fait, là-bas. Et à l'époque, il y avait Carl Olive, Marc-Olivier Tacquart, Franck Hédard aussi, des gens qui étaient déjà dans le milieu du sport. Et avec déjà pour Carl Olive, mais parce qu'il le voyait du côté de Canal+, il bossait à Canal+, lui, en fait, c'était l'adjoint de Michel Denisot au sport. Et il y avait Nathalie Anetta à l'époque. Et en fait, lui, il y avait une volonté, alors je ne sais pas d'où elle venait à l'époque, mais de féminiser le sport. Mais je pense un peu comme en Italie, où du coup, les femmes et les journalistes étaient très sexualisés. Alors, je ne sais pas si c'était dans cette perspective-là, mais en tout cas, moi, il m'avait dit, t'aimes le sport, tu veux être journaliste, mais pourquoi tu ne fais pas journaliste dans le sport ? Et je lui avais dit, mais je peux. Il m'avait dit, oui, pourquoi tu ne pourrais pas ? Je lui ai dit, il n'y a pas de femme, ou alors il y en a une. Donc, j'étais persuadée dans ma tête, très naïvement, que du coup, ça serait plus compliqué. Et c'était le cas, en vrai. Mais plus compliqué pour une femme parce qu'il n'y a qu'une seule place. Donc, du coup, c'est plus difficile quand tu n'as qu'une seule place. Et déjà, à la base, le métier de journaliste, socialement, pour moi, me semblait difficilement atteignable. Je savais que j'allais galérer. Parce que déjà, je galérais j'étais à la fac après en lettres, mais j'ai fait ces années de fac, surtout pour mettre des sous de côté pour pouvoir payer mon école après, en fait. Et donc, du coup, déjà, journaliste, c'était compliqué. Alors, en plus, journaliste dans le sport, ouais, c'est double difficulté. Là, tu te mets des gros bâtons dans les roues. Et en fait, ils m'ont emmené voir Nathalie Anetta, à l'époque, qui m'avait absolument pas calculé. Elle parlait 5 minutes avec moi et après, elle a fait ses trucs. Mais par contre, je m'étais dit, waouh, c'était Amanda Woodward dans Melrose Place, quoi. Je m'étais dit, je veux être comme elle. C'est sûr, j'avais adoré. Et en plus, ça parlait foot, t'allais au stade. C'était, ouais, là, c'était dingue, quoi. Ouais, t'as eu la révélation, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et après, tu as la réalité des choses, c'est qu'est-ce que tu peux faire ? Où est-ce que tu peux avoir accès ? Et quand je suis sortie de l'école, j'ai passé 9 mois d'abord donc j'avais dit, à bosser en boîte de nuit, parce qu'il me restait à payer de mon école la dernière année. Et donc, pour payer ma vie, tu vois, mon loyer et compagnie. Et je cherchais du travail en même temps. Et donc après, j'ai atterri chez Koé. Mon premier vrai travail, mon premier contrat, c'est chez Koé, dans donc sa boîte de tu prod. filmais Je filmais la radio, truc de fou déjà. Je faisais du montage. Je suis la première génération où on a appris un peu à tout faire. Après, j'écrivais des sketchs en fait, des petits, on appelait ça c'était des séquences, des ampex.
Et puis après, petit à petit, j'ai participé à la méthode Coé, pareil, en faisant des petites réals. J'ai fait un DVD, donc je ne suis pas fière du tout, de réalisation avec lui, sur des sketchs absolument à l'humour difficilement assumable aujourd'hui, sur des trucs de toilette et compagnie, bref. et j'ai beaucoup appris dans plein de sens. C'est-à-dire que j'ai appris, en fait... Après, je suis retournée dans le monde du sport, mais avec un objectif dans ma tête. Pour moi, le sport, c'était du divertissement. Et donc, j'avais envie d'appliquer ce que j'avais vécu chez Coé dans cette approche-là, du divertissement. Donc, le séquençage. En fait, en le liant dans ma caméra, je voyais comment il travaillait. Et donc, j'ai compris, en fait, quels étaient les tips. Par la suite, donc, tu bosses chez Orange Sport et à l'équipe TV. D'abord, en fait, je rebondis assez vite après Coé, au final, une semaine plus tard. Ouais. Donc, j'arrive en pige chez Orange Sport grâce à un chef d'édition qui aujourd'hui est encore mon chef d'édition et avec qui j'avais bossé à une première, qui s'appelle Steven Le Diagorne. Et donc, celui que je considère comme la deuxième personne à m'avoir mis le pied à l'étrier, après du coup Carl Olive, qui est Arnaud de Courcelles. C'est important de citer les noms de ces gens-là parce que lui, pour le coup... je pense qu'il est la personne qui m'a véritablement orientée. Tu sais, tu as plein de chemins et c'est lui qui m'a mis dans ce chemin-là. Je voulais pas aller à l'antenne, il m'a mis à l'antenne. Donc j'étais très nulle en plus. Et il a pris le temps de me former en fait. Et c'est ce dont on ne fait pas, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, tu vois, avec des jeunes filles. C'est ce qu'il faut faire le plus jeune possible. Quand on voit qu'il y en a une qui a la passion, qui a envie, il faut la former. Pour qu'on puisse la retrouver dans le métier après. Parce qu'on n'est que 15%. Et donc lui, il a fait. Il a pris le temps, il me disait les choses aussi, comme il fallait quand j'étais nulle. Mais ça a été très formateur et ça a été la base de tout. Et puis après, Patrick Chen surtout, qui était le boss de Sport 365, qui était le prestataire de service du coup pour Orange Sport et Orange Sport Info, donc je faisais des JT. Et Patrick Chen qui m'a donné la clé en fait pour aujourd'hui ce que je fais, c'est-à-dire pour le naturel. Où son fameux truc, c'était c'est comme si tu parlais à la machine à café. Ok. Écris comme tu parles. Voilà. Et c'est ce que je fais depuis l'époque. J'écris comme je parle. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, tout a fonctionné. Tu rencontres aussi Charles Bietri. Charles Bietri, je le rencontre du coup quand je quitte Orange Sport Info. Ouais. Mais parce que c'est une époque où j'avais besoin de défis et que je voulais pas m'arrêter là en fait. Je n'allais pas me contenter de ça, je voulais plus. J'étais ambitieuse en fait. Et donc j'avais eu un petit contrat à Orange Sport Info après mes piges. Et donc je repars en pige et là en fait je multiplie les employeurs. Et c'est-à-dire que un 24 décembre, je m'étais retrouvée sur 3 chaînes en même temps. Ça m'avait fait beaucoup rire. Et Charles Bietri, je le rencontre à l'équipe TV. Et lui, pour le coup, tu vois, des rencontres inopinées comme ça qui vont forger ton destin parce que c'est lui qui, un an et demi plus tard, est choisi par les Qataris pour ouvrir Al Jazeera Sport à l'époque, donc beIN Sport. Et en fait, il me contacte pour faire partie de ce qu'il a appelé l'équipe de France Espoir. Ils avaient pris des têtes d'affiche qui venaient surtout de Canal+, et après des jeunes d'un peu partout, parce qu'on était moins cher déjà. Et parce que c'est un visionnaire. C'est quand même lui, Canal+, les sports de Canal+, c'est lui. Et ça avait bercé ma génération, mon enfance, mon adolescence. Et donc, du coup, j'avais une nouvelle aventure qui s'ouvrait devant moi grâce à lui. Donc, toi, tu le retrouves chez beIN Sport. Oui. Comment ça se passe Une bonne énergie, parce qu'une énergie de photoconstruire. La jeunesse pour ça, l'envie, assez de motivation. Et c'est le moment où il me dit... faites ce que vous voulez. Donc, on a une page blanche et on doit faire une matinale. Et là, je me dis, c'est génial parce que je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps, du divertissement avec du sport. C'est-à-dire que tu laisses la totale liberté. Oui. Et donc, du coup, je me suis inspirée du conducteur de ce que j'avais à iTélé, parce que j'ai travaillé à iTélé aussi. Donc, séquençage de 30 minutes. Donc, vraiment info sportive. Mais j'avais pris un prompteur en écrivant des vannes. Le duo avec Thomas Vilches, clown triste, clown Auguste, des vannes. On se mettait des vannes dans la tête, quoi. Des fois, on était très sérieux. Mais donc, du coup, ça a créé une émulation, un truc. Et puis, rentrer des happenings, comme je faisais chez Coé, en fait. Des happenings avec des invités, donc des interviews.
Et les happenings permettaient de découvrir les sportifs d'une façon différente en plus. Mais l'émission, elle a tout pété d'entrée, en fait. On s'est fait engueuler les premières semaines où Charles Bietri nous a dit « Ouais, c'est pas la kermesse ici. Mais après, il nous a dit « Bon, vous allez faire la gueule pendant une semaine et après, je sais que vous allez repartir continuer vos conneries, mais au moins, je vous mets un cadre. » Bon, j'ai jamais eu de cadre, mais... Donc, tu as continué à faire ton émission comme tu voulais la faire. Ouais, franchement, avec le recul, je regrette de ne pas avoir plus profité parce que j'étais vraiment dans le travail à bloc et puis se lever très tôt, c'est très très difficile. T'es la tête dans le guidon et je me souviens que j'étais dans le dur, mais c'est peut-être l'une des plus belles choses que j'ai fait dans ma carrière, sincèrement. C'était incroyable l'Expresso et j'ai des jeunes qui m'en parlent encore aujourd'hui. Enfin, ils étaient ados, maintenant ils sont grands, donc ça me fait bizarre. Donc je suis la Dorothée du sport. Bonjour madame, non? Oui, bonjour madame, il faut regarder quand j'étais petit. Ah ouais, c'est violent. Bon, t'es encore jeune. Je pensais. Et du coup, de moins en moins. Charles Bietri, c'est un fan de sport, un battant. On a récemment appris qu'il était atteint de la maladie de Charcot. Oui. Qu'il avait en quelque sorte déjà organisé sa fin de vie. Oui. Quand tu entends ça, toi, qu'est-ce que tu te dis? Moi, j'ai eu beaucoup de peine. Surtout que avant qu'il en parle, on l'a su assez vite parce qu'il a des gens très proches qui font partie de sa garde rapprochée qui nous ont donné toujours de ses nouvelles. Et même si je pense qu'il s'en foutait un peu de moi, tu vois, il n'avait pas ce truc, genre j'étais pas sa révélation et tout, il m'aimait bien comme d'autres. Mais par contre, moi j'ai un attachement aux gens assez fort, ce qui fait que moi je prenais de ses nouvelles, je prends de ses nouvelles, de temps en temps un petit message et tout. Parce que c'est quelqu'un qui déjà a compté dans notre métier, qui a inventé le sport à la télévision en France, pour moi. Et donc, je me sentais chanceuse de pouvoir le côtoyer et apprendre aussi à ses côtés. Quelqu'un de très difficile aussi. Mais quand tu as la chance de croiser des gens comme ça, comme Patrick Chêne, tu vois, il faut profiter de leur expérience, il faut prendre les choses chez eux. Absolument. Il faut parler avec eux. Et c'est quelqu'un que, professionnellement, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et c'est un homme de son temps, évidemment, mais pour qui j'aurai toujours de l'affection. Voilà. Et donc, du coup, évidemment, il est un peu comme beaucoup, c'est un homme de combat. Et une fois qu'il a eu encaissé sa maladie, il en a fait un combat. Et je trouve ça très, très fort sur la fin de vie. Et je pense que finalement, c'est le genre de personnalité qui marque l'histoire, en fait. De plusieurs façons, il l'aura fait, mais en tout cas, il a été moteur dans plein de choses. Toi, tu as débarqué dans le monde de la télé et du sport, avec une façon bien à toi de présenter, dynamique, tu chantes, tu bouges. Donc, cela a tout de suite été compris, ou bien cela t'a valu des remarques déplacées? Alors, je ne sais pas si c'est déplacé, c'est le bon mot, mais oui. Animatrice Club Mickey. Alors déjà, faut savoir que les journalistes, par exemple de l'info, on voit mal les journalistes sportifs. On est déjà une classe inférieure. Et dans notre sphère à nous, il y a ceux qui sont sur le foot, sur les droits premium, qui sont au-dessus. D'un saut, tu touches au foot, ça y est, tu vois, il y a beaucoup de compétition. Et puis après, tu as tous les autres sports. Donc, mais moi, j'adore tous les sports, en fait. C'est que je suis vraiment omnisport à la base, avec une appétence particulière pour le football, qui est mon sport de prédilection, celui dont je rêvais, quoi qu'il arrive, de parler. Après, on en parlera forcément de ça, de mon goal life, de mon rêve. On va dire qu'au début, on m'a beaucoup rabaissé. J'avais beaucoup de commentaires, pas dit en face, mais je le voyais dans les situations, des consultants qui ne voulaient pas venir dans l'émission, tu vois, de la chaîne, des commentaires des autres de la chaîne, des journalistes qui bossaient avec nous. Et en gros, finalement, nous, ce qu'on faisait, c'était du sous-journalisme. Alors qu'en fait, on était en train de faire une émission de divertissement alliée à de l'information sportive, et je pense qu'on le faisait très bien, malgré notre jeune âge. Et de façon très sérieuse. Et ce que j'ai appris d'ailleurs avec l'Expresso, j'ai pu l'appliquer encore plus après.
Mais en tout cas, ce regard un peu hautain, je l'ai beaucoup senti sur moi. Et c'est aussi ce qui a alimenté, parce que ça a été le cas tout au long de ma carrière, un complexe de légitimité. Où du coup, ça te met une pression, tu vois. Et dès l'instant où tu te rapproches des droits du foot, parce qu'à un moment donné, j'en ai fait un objectif réel que j'ai posé sur la table, et à partir de ce moment-là, j'ai eu des problèmes, des vrais problèmes. De toute façon, quand tu bouscules les codes du journalisme ou de n'importe quel métier, dans n'importe quel métier, tout de suite, t'es Dès l'instant où tu as un ton, en fait. C'est ça, ouais. Les gens sont pas contents. Oui, mais après, moi, ma victoire, elle a été quand j'ai vu que les autres commençaient à faire la même chose que nous. Que je voyais des happenings à la télé, tu vois, dans le sport, même dans d'autres émissions. Là, je me suis dit, quand même. Donc, il y a... Alors que moi, je n'avais fait que m'inspirer, tu vois, des Coucou, c'est nous, de la méthode Coué aussi. Ouais, mais il fallait l'appliquer, il fallait avoir l'idée. Oui, mais dans un autre... Un autre registre, ouais. Dans un autre registre, oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté de tes capacités à devenir une bonne journaliste? Ah, tout le temps. Mais la peur t'informe du danger. La peur te permet d'hausser ton niveau de jeu. Donc, tu vois, par exemple, même encore maintenant, à chaque fois que j'ai un truc qui va sortir un peu de l'ordinaire et qui me paraît très gros et où il y a un gros enjeu, j'ai des phases d'angoisse. Je fais des crises d'angoisse depuis que je suis petite et j'ai des vraies angoisses. C'est-à-dire que je peux traîner pendant un mois entier avec une boule dans le ventre en voyant l'échéance arriver. Mais en fait, ça me permet de rentrer petit à petit, surtout pour les grosses compétitions, dans ma compétition, par le travail. Plus je vais travailler, plus la boule que j'ai dans le ventre, elle va partir. Jusqu'au moment où, en fait, c'est comme si j'étais en train de préparer des antisèches. D'où le syndrome de l'imposteur, c'est que j'ai l'impression aussi de n'avoir dans ma vie que des antisèches, tout le temps. Tu vois, en fait, le travail est mon antisèche, sans savoir réellement si j'ai du talent. Je ne sais pas si j'ai du talent aujourd'hui. Et parce que dans ce métier, personne ne te le dit. Le seul truc, c'est le retour que tu vas avoir par rapport à l'affection des gens. Moi, c'est l'affection des gens. Parce que pour le coup, c'est ça que j'ai. C'est pas autre chose, c'est pas des... quand on a commencé à me laisser tranquille, arrêter de me dire « retourne dans ta cuisine ». Ou en gros, j'ai compris que j'avais fermé des bouches. Voilà. Non, mais les mecs, par exemple, qui te signent et qui te donnent quand même la tribune sur les chaînes, etc., là, c'est des gros quand même du métier. Ils te donnent ta chance. Ils te laissent. Oui, mais avec... alors, tu vois, par exemple... en fait, c'est avoir une vision. C'est pour ça que c'est important d'avoir des dirigeants ou des dirigeantes, c'est important d'en avoir, qui ont une vision. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit que demain, je peux recruter le stagiaire qui va m'embaucher après-demain. Il y a des profils où tu le sens, en fait. Et par contre, il t'appartient de leur donner les clés, de les former. Et en même temps, d'en profiter pour glisser, tu vois, des petits conseils moraux, on va dire, sur leurs responsabilités aussi à eux derrière, en fait. C'est parfaire un peu leur éducation, mais au travail. Et les chefs, là-dedans, ils ont une grosse responsabilité parce que c'est eux qui font le paysage de notre métier. C'est eux qui recrutent. Donc, il faut qu'ils recrutent intelligemment en ayant une responsabilité, une réelle responsabilité, pour que les rédactions, elles soient à l'image aussi de la société. Et que ça ne soit pas que je peux comprendre, mais que recruter des gens qui leur ressemblent. Parce que dans ce cas-là, j'adore Versailles, mais bon, c'est bien aussi Saint-Denis. Ouais, faut pas rester dans l'entre-soi, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un jour ou une émission pendant laquelle tu as eu un déclic? Alors, un déclic dans quel sens? Un déclic personnel, un déclic professionnel. Déjà, tu as Pape Diouf, ce dont je t'ai parlé, et je pense dans chaque interview. En fait, les sportifs, je te dis, c'est les mots sur les mots. Quand tu arrives à rentrer vraiment tu passes un cap, tu vois, avec eux, et qu'ils parlent d'eux, et qu'ils mettent des mots, waouh, il y a des fois où Jérôme Fernandez, je me souviendrai toujours de l'interview avec Jérôme Fernandez, où on avait parlé, il a annoncé sa retraite chez nous. Et en fait, c'est un hypersensible. En fait, tous les sportifs sont des hypersensibles. Écoute, on a fini en chialant tous les deux, on pleurait. Ça m'est arrivé souvent de pleurer, en fait. Et je ne voulais pas pleurer, ça m'énervait de pleurer. Parce que je sortais de mon statut de journaliste, en fait. Ça voulait dire que je n'étais pas pro. Et que, tu vois, mince, j'ai raté mon truc. Et en fait, après, j'ai compris que non, je ratais rien du tout. Je ratais rien du tout parce qu'on avait eu le truc. Si moi, j'étais émue, la personne qui était devant sa télévision, elle était émue aussi et elle comprenait mieux la personne qui était en face de moi à ce moment-là.
Et en gros, ça voulait dire que la personne que je côtoie en coulisses, avec qui je parle, c'est la même sur le plateau, ça y est. Et que du coup, on a accès vraiment à des personnalités qui sont méga inspirantes. Franchement, chaque interview, et puis après, tu le vois quand tu bosses tes interviews, il y a des trucs où tu te dis « Ah, ça te fait un truc » et tu vas vouloir aller dessus. Après, tu es déçu parfois des réponses et parfois, tu vas toucher quelque chose. Et ça va t'emmener quelque part et ça a des échos. Ça a un écho chez toi, donc ça aura un écho peut-être sur d'autres personnes, des petites filles, des petits garçons qui sont en train de regarder. Après, à titre personnel, je ne dirais pas des déclics, mais des chocs émotionnels. En fait, moi, je vis à la télévision et je vis à la télévision. J'ai grandi à la télévision. Très facilement, tu peux me retrouver à tous les âges. C'est-à-dire, même, il y a des photos de moi quand j'avais 18 ans. Et en fait, tu me vois vieillir. Et la seule chose que je sais faire dans ma vie, au final, après avoir tant douté de moi, c'est de la télévision. C'est la seule chose que je sais faire. L'endroit où je suis le plus à l'aise, c'est quand tu as la caméra qui s'allume. Ça y est. Alors, je vais être plus ou moins à l'aise en fonction des défis, de l'enjeu. Pas que ça a pour les autres, mais que ça a pour moi, parce que je me suis fixé une feuille de route avec un rêve à accomplir et j'avais des objectifs à passer. Et j'avais conscience de ces objectifs-là à chaque fois, jusqu'au moment où j'ai atteint mon rêve, qui était de présenter la Coupe du Monde. Et le jour où je fais mon premier plateau, moi je suis la dernière à rentrer. Le match d'ouverture, c'était le dimanche, je crois. Moi, je passe le lundi soir. Mon match, c'était le lundi soir. J'avais surtout les équipes africaines, comme j'avais fait la CAN. Et donc, le Maroc, entre autres, qui m'a du coup... c'est pour ça que je te dis qu'il y a un Dieu. Le Maroc qui m'a permis d'aller loin en fait, dans la compétition jusqu'en quart de finale et que j'ai suivi. Et c'était peut-être l'aventure la plus extraordinaire à suivre dans cette Coupe du Monde. C'était celle de l'équipe du Maroc. Le premier plateau, en fait, je me dis, oh, ça y est. Mais depuis un mois, j'avais une boule dans le bide. Et je me dis, ça y est, mon rêve. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je me rends compte que non. Là, je touche juste du doigt mon rêve, mais que peut-être dans 30 secondes, à la fin du générique, mon rêve va s'effondrer parce que je vais me viander et que je vais être nulle comme les autres l'attendent. Moi, je sais que je ne suis pas nulle parce que j'ai travaillé. Pas parce que j'ai du talent, mais parce que j'ai travaillé. Mais si je flanche, à cause de la boule que j'ai dans le bide, de mon angoisse, si je dis une connerie, parce que moi, je n'ai pas le droit, de par mon genre, je peux faire un bad buzz et machin. Alors, j'aurai les épaules pour l'affronter et compagnie. Mais je veux que mon rêve, il soit beau, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à tout, à comment j'ai douillé à certains moments de ma vie, les moments où j'ai pleuré, mais de rage, les moments où je mangeais des pâtes, les moments où je mangeais pas, tout, en fait, tout vient. En fait, tout qui vient et avec la pression. Et en fait, la boule, elle monte dans ma gorge. Déjà, je parlais plus, ça faisait toute la matinée, j'ai pas parlé. Du lundi matin jusqu'au moment où on arrivait, en fait, je ne parlais plus. J'arrivais pas à parler aux gens, je parlais pas. Et en fait, mon chef d'aide, Julien Gray, dans l'oreillette, qui me dit « Ça va, Vanessa ?»« Eh, frère, déconne pas !» Et donc, c'est grâce aux consultants qui étaient en plateau, notamment à Damien Perkis, que sur ce moment-là, en fait, c'est leur soutien et Louisa, Nessib Kadamouro, où en fait, Damien m'appelle, il me voit en fait partir en vrille, je commence à avoir les larmes, et il me dit « T'inquiète, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète. On est là. » Et en fait, ça c'était une réponse. Et c'est ce qui me touche dans ma vie, en fait. C'est les seuls moments que je veux garder. C'est pas le fait d'avoir fait la Coupe du Monde, en fait. C'est les moments où je vis ces moments de partage avec les gens et où ils me disent « Je suis là, je suis avec toi. » Ma tata qui me fait un câlin, je prie pour toi. Damien qui, à ce moment-là, me dit « T'inquiète, je suis là. » C'est en fait partager les choses, le faire en équipe et vivre des moments de ouf. Mais toute seule, je m'en fous, en fait, à plusieurs. Et me sentir soutenue et pas toute seule, en fait. Et en fait, Louisa, pareil, elle était stressée comme moi. Et puis après, la première phrase, je sens dans ma gorge que voilà. Et puis dans ma tête, je me suis dit, t'en as rien à foutre. Ils vont te faire quoi? Et après, c'était parti. Et après, par contre, j'ai taffé pendant toute la compétition comme une dingue pour être la meilleure. Hein. Sincèrement, hein, pour moi, dans ma tête, j'étais en compète mixte. Je voulais être meilleure que les autres. Tu as eu des retours par rapport à ta presta, entre guillemets? Pas des gens qui travaillent avec moi, pas de mes chefs ni rien. J'en ai jamais eu des retours par rapport à ça. Je ne sais pas.
En fait, tout ce que j'ai été le chercher de toute façon. Donc, je le vois vraiment comme ça. Je me suis imposée à eux par la force des choses. Ils n'avaient pas le choix que je sois là, en fait, à cette place-là, à ce moment-là. Mais par contre, ouais, des retours des gens, tu vois, pour ça, les réseaux sociaux, c'est bien. Ça a changé beaucoup de choses par rapport à, tu vois, tu as les retours directs, en fait. La sanction, elle est directe. Et au final, les gens pour qui tu fais ça, c'est pour les téléspectateurs, c'est pour leur faire vivre un bon moment, c'est pour les accompagner, les informer, tu vois, qu'il y a un bon cadre, qu'on soit, voilà, comme à la maison. Est-ce que tu as connu le sexisme au sein des rédactions sportives? Bah alors, la question, ça serait mieux, c'est est-ce que tu n'as pas connu le sexisme au sein d'une rédaction sportive? Ce serait plus simple dans ce sens-là. Bah oui, évidemment. Évidemment. Mais comme dans la vie de tous les jours, en fait, le sport et mon métier, c'est un miroir grossissant de la société. C'est des micro-agressions depuis toujours. Et c'est marrant parce que des fois, j'aime bien dire cette phrase, parce que, surtout quand je suis face à une femme, parce qu'il y a toujours un air entendu. On a toutes vécu une agression sexuelle dans notre vie. Bah bien sûr. 100%, Voilà. moi je dis 100% des femmes. 100% des femmes, ouais. Ouais. Toutes. Après, avec des degrés différents, évidemment. Et quand bien même, tu vois. Mais ce sentiment de gestes déplacés, de violence aussi, on l'a toutes ressenti. On l'a toutes ressenti. Donc, évidemment que tu le retrouves dans le travail. Après, sous différents visages. Et le pire, en fait, là-dedans, et tu vois, j'avais participé au documentaire de Marie Portelano. Justement, j'allais te poser une question Ouais. juste après. On n'est pas des salopes. Je ne suis Ouais. pas une salope. Je suis une journaliste. Je suis une journaliste. Et en fait, au départ, j'avais pas bien compris le documentaire. Mais parce que pour moi, je suis obligée de mettre des œillères pour continuer à avancer. Parce que si tu te laisses, tu vois, ne serait-ce que atteindre par tout ça, tu peux très vite sombrer, en fait. Parce que ça fait mal, des fois. Des fois, ça fait très mal. Et en fait, au départ, j'étais plus partie sur les réseaux sociaux, les commentaires, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure des questions, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait aller chercher. Moi, dans ce documentaire, quand je l'ai vu, je me suis choquée. Alors moi, j'ai quelqu'un qui était très proche de moi qui a très mal vécu aussi ce documentaire, qui a pris, moi, mes commentaires comme étant des reproches pour lui. Et il avait raison. Mais par contre, ce qu'il n'a pas regardé, c'est la forme. C'est que je le faisais toujours avec des punchlines, avec humour. Et en fait, je me suis fait de la peine. Parce qu'au final, j'ai toujours besoin de l'humour pour camoufler quelque chose qui, en vérité, avait été une souffrance. Et en le voyant, l'accumulation de toutes ces journalistes, et de tout ce que je n'ai pas dit en plus. C'est-à-dire que même si juste cette phrase-là, les petites phrases que j'ai dit, ça me fait des problèmes, mais attends, mais si je dis tout, mais vous savez même pas les gros problèmes que, vous allez tous avoir, mais que, en plus, moi aussi, je vais avoir. Et c'est le cas pour chaque femme. Tu casses en fait Si tu parles, en fait, c'est comme si tu cassais une sorte de monde idyllique et que tu vas rendre plein de gens malheureux. Et t'as pas envie de les rendre malheureux, ces gens-là, parce que souvent, ceux qui te font le plus mal, c'est ceux qui sont à côté de toi, qui sont tes proches, en fait. Et malheureusement, tu peux avoir des comportements sexistes sans être forcément un misogyne. Mais beaucoup, en fait, autour de moi, ont eu des comportements sexistes, ne s'en sont pas rendus compte. Et par contre, moi, sur le moment, je le savais. Ça, par contre, dès l'instant où j'étais sortie de chez Coé, moi, j'avais conscience de tout. Ah bah, là, ça a fini de me vacciner, en fait. On se refilait une liste noire avec les noms de ceux qu'il fallait éviter, dont des personnes que j'estime beaucoup, professionnellement. Mais tu sais que, voilà, cette personne-là, tu la vois pas toute seule. C'est sûr, mais parce que le moule n'est pas fait pareil. L'unité centrale n'est pas fait pareil. Faut tout changer. Faut tout changer. C'est un coup de pied dans la fourmilière qu'il faut faire. Mais non, mais c'est surtout que la façon dont ils ont été élevés, dont la société leur a laissé le droit, les passe-droits de se comporter comme ça, c'est ça la problématique. Donc aujourd'hui, je vois que la musique, elle tend à s'inverser, même si j'ai très peur d'autres commentaires que je peux voir, notamment sur les réseaux sociaux avec tous ceux qui sont les masculinistes, là. Où ça me fait peur, parce que moi, ils s'adressent quand même à des jeunes. Et la jeunesse, pour moi, c'est la clé, en fait, d'une société saine pour le futur. Moi, je vise les 15-20 prochaines années. Et je pense que c'est pareil pour toi. Moi, notre génération, on est foutus. Ça y est, c'est mort. Nous, on a payé pour souffrir. C'est tout. Voilà. On n'aura jamais l'égalité salariale, tu vois, jamais. Et tu as beau avoir des boîtes qui vont te dire « Oui, le RSE et machin et tout, paye-moi pareil. » Non. Pourquoi ?
La valorisation, machin. Alors, comment tu valorises? Dis-moi, explique-moi. Qui est à l'antenne? Comment? Qu'est-ce que tu fais? Combien d'heures? Et la notoriété. Vas-y, montre, en fait. Notre métier, il est trop compliqué pour ça. Donc ça, c'est un combat perdu. Je le sais déjà. Par contre, je ne me laisserai plus jamais faire sur des commentaires. Ouais, tu te dis que c'est... Vain. Ouais, c'est ça. Oui. Toi, tu as d'ailleurs poussé un nouveau coup de gueule sur Twitter en direction de Michel Drucker, qui s'est excusé depuis. Qui s'excusait, oui. C'est ça. Mais qui Bah, avait tu un vois. peu remis en cause... Oui, bah, lui a dit ça. Est-ce que vous avez vraiment souffert, Marie? Parlez à Marie Portelano. Est-ce que vous avez vraiment souffert dans les rédactions de sport? Bah, tu vois, c'est ce mec-là qui arrive d'un seul coup et qui te dit oh, ça va, une mon cul, ça n'a jamais fait mal à personne. Tu vois, c'est exactement ça. Et pourtant, Michel Drucker était dans le sport. Alors lui, il a une image de son monde, mais ces gens-là ont éduqué la génération à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et où il y avait une sorte de... Tu vois, c'est la cour de récréation, c'est la rédaction, c'est comme un vestiaire. Tu sais, tout le monde peut se permettre de tout se dire, sauf que tout le monde n'est pas prêt à entendre tout. Tu vois. Bah oui. Et il y a des hommes aussi qui n'aiment pas recevoir, voir des vidéos de salaces, tu vois, parce que ça, c'est des trucs, des groupes entre garçons qui s'envoient des vidéos. Ça, c'est aussi des trucs que tu as beaucoup dans la rédaction, mais je pense que tu en as partout. Sauf que quand toi, tu tombes dessus, ouais, c'est un peu... voilà. Mais il y a des garçons qui n'aiment pas ça aussi, tu vois. Recevoir des vidéos comme ça, parce que c'est le travail, en fait. C'est que tu es au travail. Bah oui. Tout simplement. Et Michel Drucker, sa génération, elle est compliquée, quoi. Elle est compliquée. Après, fort heureusement, dans sa génération, il y a des Patrick Chen. Il y a des messieurs comme ça. Mais ils sont rares. Ouais, mais celui-là, il a fait beaucoup. Parce que celui-là, il a formé toute une génération. 7 journalistes, très exactement, que tu retrouves aujourd'hui. Et c'est nous qui sommes en première ligne. La génération de « Je ne suis pas une salope » que tu retrouves dans le documentaire de Marie Portelano, c'est la génération Patrick Chen. C'est un homme qui a pris des étoiles de mer, qui les a mis dans l'eau, et pour qui ça a marché. Voilà. Ça, c'est sa victoire à lui. Et tu remarqueras que ce n'est pas une femme, malheureusement. J'imagine que s'il y avait eu aussi des femmes à sa place, peut-être qu'elles auraient fait la même chose, mais en tout cas, il fallait que ce soit un homme puisqu'il n'y avait pas de femme qui était dirigeante. Ouais, c'est ça. Bon, les choses, elles changent. Oui, Petit à il n'y en a petit. que 2 pour le moment. Toi, tu travailles donc pour Being Sport et donc pour les Qataris. Comment t'expliques qu'avec tout l'argent qu'ils ont investi, que ce soit dans Being Sport ou dans le PSG, ou même dans l'organisation de la Coupe du Monde, ils aient droit à un traitement de faveur assez négatif dans les médias? Alors, ça, c'est une question sur laquelle je suis penchée, tu vois, juste avant la Coupe du Monde, justement, au Qatar. Où je t'avoue qu'avec pendant de longs mois, et je pense que je ne suis pas la seule au final, pendant de longs mois, je me suis posé des questions. Avec tous les documentaires qui sont sortis, et ça faisait déjà, 3 ans que je lisais la presse sur ce qui se passait au Qatar par rapport aux travailleurs et compagnie. Et plus les mois se rapprochaient, plus en fait j'ai eu on va dire un questionnement moral sur ma présence ou pas là-bas. Et je me suis dit, le plus simple en fait, c'est d'aller rencontrer les gens qui pointent du doigt la problématique. Donc je suis partie voir Amnesty International. Et donc qui m'ont reçu et qui m'ont expliqué qu'ils travaillaient en fait avec le Qatar depuis 10 ans. Elle m'a montré une frise, tout était très bien documenté et que en fait pour eux la problématique aujourd'hui c'était de profiter d'une lumière pour sensibiliser la FIFA et surtout les forcer à ouvrir un fonds pour dédommager en fait les familles des travailleurs qui avaient trouvé la mort en fait dans la construction des immeubles, des stades, et qu'en fait elle m'expliquait qu'il y avait une volonté avec un plan 2030, je crois que c'était, d'avoir une politique beaucoup plus sociale au Qatar et qu'ils étaient dans le progressisme en fait et qu'ils travaillaient ensemble, mais que tout ce bruit dans les médias permettait de faire avancer les choses et surtout aussi ce fonds d'indemnisation, mais aussi que la FIFA ne redonne pas une nouvelle fois à un pays qui n'est pas prêt finalement, ou en tout cas le faire évoluer, tu vois, et se construire, se développer sur 10 années, c'était beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt. Et en fait, qu'il y a un cahier des charges pour qu'il y ait des choses qui soient au préalable déjà remplies.
comme une politique sociale, en fait, du droit social, ce que n'avait pas le Qatar. Et maintenant, ils ont fait des lois, ils ont fait passer des lois. Et puis après, elle m'a expliqué aussi que celles qui ne respectaient pas en grande partie le droit, et qui étaient à l'origine de tous ces problèmes, étaient aussi des sociétés françaises. Et là, je lui dis, c'est quand même une énorme hypocrisie, parce qu'en fait, je lui dis ça, moi, je suis passée à côté. Et elle me dit, bah oui, mais bienvenue dans notre monde. Ok. Et après, je continue, je rencontre quelqu'un, un Français qui était à l'ambassade du Qatar à l'époque, à l'ambassade de France au Qatar à l'époque, qui pareil me confirme ce qu'elle me dit sur l'évolution, sur le travail qui est fait, comment aussi la France travaille avec eux là-bas. Et je commence à lire la presse étrangère, donc au Maghreb aussi. Et là, je vois en fait que la vision est complètement différente, que c'est une fierté pour le monde arabe, entre guillemets, que c'est une fierté pour les pays du Maghreb. Donc là, principalement, je parle du Maroc et de l'Algérie, que le Qatar, en fait, organise la Coupe du Monde parce que c'est aussi un motif d'espoir pour le continent africain. Et que eux voient alors je précise bien eux, voient dans le traitement médiatique fait en France et en Europe, une nouvelle fois, parce que c'est beaucoup des presses un peu d'opinion où l'écriture elle n'est pas du tout pareille au niveau des journalistes, une logique un peu coloniale finalement dans le traitement qui est fait, très européen, très français, de toujours en fait dévaloriser ce que font les autres et de se croire supérieur et de vouloir. Leçons. Voilà, exactement. Et en fait, je comprends qu'il y a là, c'est deux mondes. On est sur un choc de civilisation en fait, très clairement. Et que ça me dépasse. Et que deux, oui, clairement, je ne suis personne dans ce truc-là. Et que, attention aussi à s'ouvrir l'esprit. Avoir du pluralisme, en fait, dans les lectures. Alors après, ça ne veut pas dire que le Qatar est tout blanc, tout comme la France n'est pas toute blanche non plus. Mais mon travail, et je suis partie là-dessus parce que ça me faisait aussi une grosse boule au bide. J'étais vraiment très mal par rapport à ça. Quand je suis partie libérée parce que je me suis dit quel est mon travail à moi là-dedans. Mon travail, c'est d'être journaliste dans le sport. Voilà ce qu'on me demande à l'instant T. Après, il y a moi, mon questionnement moral. Et après, pour le reste, il faut aussi avoir les bagages, être équipé et pas se contenter en fait de on dit et de ce qu'on peut lire aussi parfois sur Twitter. J'ai souvent, tu vois, des amis qui viennent me voir et me dire « Ah, t'as vu, ils ont fait ça ?» Je lui dis « Ok, la source ?» « Oui, mais si, c'est partout, ils le font là, partout. » Je lui dis « Ok, la source, c'était quand? C'était où ?»« Ah bah oui, non, mais c'est parce que regarde, ils te le montrent là. » Je lui dis « Oui, mais je vois pas de source en fait, je vois pas. » Et la base, c'est ça en fait. C'est Avant vrai ouais. Parce qu'au final, c'est une logique... Forcément, tu vois, tu vas rentrer les gens, tu vas les mettre dans des cases, encore une fois. Tu disais tout à l'heure que tu allais au camp des loges avec ton père pour voir les entraînements du PSG. Oui. Du coup, tu es fan ou pas? Bah oui, complètement. Mais j'ai pas eu le choix. Je suis née à Saint-Germain-en-Laye. J'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Et mon ADN, c'est Saint-Germain-en-Laye. Et sans Saint-Germain-en-Laye, sans cette ville-là, je ne suis pas là où je suis aujourd'hui. Le départ de Kylian Mbappé du PSG, tu le vois comment? Et tu le vis comment? Je le vis bien, dans le sens où ce que je trouve marrant, c'est qu'il a grandi sous nos yeux au Paris Saint-Germain. Je ne suis pas du genre à le pointer du doigt en disant il s'est mal comporté et autres. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et que le Paris Saint-Germain est une entreprise avec un N+1, un N+2 et un big boss. Et que parfois, je pense, de son point de vue, il y a des traitements qui n'ont pas été justifiés. Il est arrivé très jeune, donc il a dû aller chercher son statut. Il a dû prouver sur le terrain qui il était pour avoir ses augmentations de salaire. Il a dû tout prouver, en fait. Il n'est pas arrivé avec un statut de star. Donc il a dû gravir des échelons au sein même de ce club-là, en demandant à ce club-là d'avoir une vision le concernant. Une vision peut-être trop tardive, ou en tout cas quand il a eu les clés de ce qu'on se dit, en tout cas pour cette saison-là, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que il était temps pour lui, en tout cas pour son évolution à lui
à titre de joueur, et notamment, je pense à l'équipe de France, il était temps qu'il parte du Paris Saint-Germain parce qu'il lui reste du travail. Et notamment sur l'évolution en fait, de son jeu et sur son positionnement aussi sur le terrain. Je pense qu'il a beaucoup à apprendre, mais c'est typiquement le genre d'équipe où on travaille beaucoup, tactiquement, techniquement, physiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, pour passer un cap, il en a besoin, comme d'autres grands joueurs en ont eu besoin à un moment donné. Et je pense à Karim Benzema notamment. S'il peut se rapprocher beaucoup plus de son profil dans le jeu, ça peut être le grand joueur qu'on attend réellement. Même si c'est déjà un grand joueur. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire dans vraiment le joueur, quoi. Oui. Quel conseil tu donnerais aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans le journalisme sportif aujourd'hui ? De croire en ses rêves. Voilà. Tout simplement. Mon rêve, c'était de présenter la Coupe du Monde. J'ai réussi. Et pourtant, je suis une femme. J'avais pas d'argent pour payer mes études. L'acharnement, en fait. Et il n'y a personne, en fait, qui a le droit de stopper un rêve. Et après, quand on a un rêve, quand on a un objectif, faut mettre tous les moyens de son côté. Il faut travailler, en fait. Le travail. On ne naît pas avec des capacités tout de suite. On ne connaît pas tout. On a chacun, en fait, des spécificités. Travailler sur ses points forts, surtout, plus que sur ses points faibles. C'est un peu comme ça que moi, je vois les choses. Pour perfer, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Toi, tu as évolué dans ce métier sans avoir de réel rôle modèle, comme tu nous disais au début, mis à part peut-être Nathalie Lanetta. Lanetta, ouais. Ouais. Quel héritage t'aimerais laisser au monde du journalisme sportif ? Être une femme, avoir des origines ou une couleur de peau différente n'est pas un défaut. J'aimerais que ce plafond de verre soit pété. Je voudrais un contre-système de gens différents mais passionnés et avec un vrai cœur, une vraie ouverture d'esprit. Comme je connais les miens. Et je le sais. Je veux, s'il faut parler de grand remplacement, le grand remplacement par des gens bienveillants et qui ont envie en fait de former les autres, que les autres puissent s'épanouir et pas de constamment en fait être dans cet entre-soi, ce népotisme, ce chasse-garder, ce truc finalement très royaliste. Hein. Voilà, je pense que c'est peut-être l'héritage de notre passé à nous, qui rend la société un peu comme ça. Mais moi, je voudrais qu'une petite fille qui demain rêve de présenter la Coupe du Monde, elle puisse le faire. Et sans qu'on la fasse chier, quoi. Elle pourra le faire, si elle t'a comme modèle. Moi, en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, c'est même pas... je sais qu'en étant là, oui, j'inspire forcément des petites jeunes. Elles vont se dire, ouais, c'est possible. Forcément. Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Mais surtout, moi, je veux être un facilitateur de vie. Moi, j'ai envie d'être ça. Moi, j'ai envie de me dire que parce que j'ai pu faire, en fait, tout au long de ma carrière, et dans les personnes que je vais rencontrer, même si je sais que je ne peux pas aider tout le monde, c'est impossible, mais à trouver les ressorts qui vont faire que ces petites jeunes-là, ces petits jeunes-là, aient plus de facilité dans leur parcours. Est-ce qu'il y a un truc en télé que tu n'as pas encore fait, que tu voudrais absolument faire ? Balance-nous. Alors tout. en fait, moi j'ai eu après la Coupe du Monde, j'ai eu une vraie descente émotionnelle. Je dirais pas burn-out ou dépression parce que j'ai expliqué avant que dans ma famille on n'a pas ce luxe-là. On n'est pas des gens comme ça. Même si je pense que à un moment donné la fatigue elle est réelle et que si tu mets des termes c'est cela. Mais moi j'avance. Dès qu'il y a un truc pas bien, j'avance. Mais le fait d'accomplir ton rêve, ok, et après? Donc, tu te rabats sur tes combats et tu as des murs. Et tu sais qu'on te ramène constamment à ta condition de femme et que ça ne va pas changer du jour au lendemain, malgré ce que tu pensais, malgré ce que tout le monde pense autour. Tu vois, quand on te voit, ta vie, elle est facile, ça va, toi, t'es bien, non.
Donc, tu vois, cette dissociation-là, j'ai eu du mal à la vivre derrière, d'avoir un statut, mais de ne pas avoir la vie qui va avec au final. Une fois que j'ai fait, faut choisir ses batailles, une fois que j'ai fait le deuil de ça, je me suis dit, il ne faut pas que je me concentre sur mes combats, il faut que ce soit quelque chose d'à côté, il faut que je continue à avancer. Il faut que moi, je continue à aller chercher des trucs, pas pour continuer à inspirer, parce qu'à la base, je ne fais pas ça pour inspirer. À la base, je termine le travail de ma mère. Je termine son travail. Moi, je suis Mama's Warrior. C'est, voilà. Pas la fille de papa, la warrior de maman. Donc, du coup, il faut que je rêve grand. Bon, franchement, soit j'en suis aujourd'hui et il faut que je définisse bien mon plan, mais soit il faudrait que je sois un jour dirigeante pour avoir les clés, en fait. Maintenant que comme avant, j'ai allié mon métier avec ma passion, le sport, bah en fait, si j'allie mes combats avec mon métier, ce qu'il me faudrait, c'est avoir une position où je puisse appliquer ce que j'ai vu et ce que j'ai compris. Voilà. Donc, en gros, c'est soit ça, soit présenter le 20h. Ah oui, il y a quand même le j'avais rêve 7 du ans, 20h, c'est ça? J'avais 7 ans quand même, malgré tout. Le point de départ, si je réfléchis, le point de départ de tout ça, c'est mon petit frère avec son papier toilette et moi, je présente le JT. Mais après, j'ai pas pris le bon chemin. Mais bon, tu sais, maintenant, tout est possible. Hein. Ah bah oui. Bah, de toute façon, après, il faut juste... c'est pour ça que je te parlais de la descente que j'ai eue après le mondial. C'est qu'il faut retrouver... Parce que je connais le chemin. Je sais comment il est long, je sais comment il est dur. Et par contre, il faut retrouver la foi. Il faut retrouver la foi en soi, hein, je parle. Il faut retrouver une énergie. Et il faut être capable de la remettre là-dedans. Et que j'ai quand même mon fils là-dedans. Ma maman, tu vois, ma famille, mon petit frère et des gens à qui j'ai envie de donner aussi du temps. Donc voilà, je suis là-dedans, dans l'établissement de mon prochain objectif rêve. Dernière question, est-ce qu'il y a une fille ou une femme que tu aimerais voir assise dans ce fauteuil? Elisabeth Moreno. Parce qu'Elisabeth Moreno, elle a été à un moment de ma vie où, après le documentaire, après les problèmes que j'ai pu avoir aussi suite à des propos dont j'étais sujet et compagnie, elle a été ma lumière. Elle a été mon petit motif d'espoir, ce que je considère comme étant des messages que Dieu m'envoie. Au moment où tu commences à désespérer et tu te dis waouh, c'est pourquoi et ça sert à rien machin, et d'un seul coup, paf. Tu l'as devant toi, elle te parle, elle te pose des questions, tout s'ouvre. Tu as une vision qui devient tout de suite différente et tu comprends en fait que tu fais partie d'un plan aussi et que tu es un soldat de ce plan, qu'elle en est un aussi et que même si on n'est pas côte à côte, on est ensemble. Elisabeth Moreno, c'est mon soleil. Ok, bah merci. Est-ce que tu as un dernier mot? Bon courage à toi. Merci. Ne lâche jamais. Moi, j'ai beaucoup de... Je suis toujours touchée en fait de rencontrer des belles personnalités qui sont convaincues de ce qu'elles font et qui se lancent dans une forme aussi d'entrepreneuriat, donc un peu sans filet. Parce que moi, c'est facile, je suis dans un système. Après, je peux dire, ouais, je fais le contre-système et tout, ça me donne un genre. Mais c'est encore plus difficile de tracer son propre chemin et de le faire de façon de dédier sa vie à une construction comme celle-là. Donc, et c'est pour ça que j'ai accepté de passer ces 2h30, je crois, parce que je vais mal le vivre, hein, tu sais. Je vais rentrer chez moi, je vais être pas bien, je vais avoir du bourdon et tout. Non, mais ça va, j'ai pas pleuré aujourd'hui. mais voilà, ce sont pour moi des choses qui sont importantes. Voilà. Et j'aime bien les figures comme les tiennes, tu vois. Oh, merci beaucoup. J'aime bien ces personnages-là. Et on ne se voit jamais par hasard, on se rencontre jamais par hasard. C'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Comme tu dis, c'est Mektoub. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Elle veut savoir ce que